Bonjour à tous pour cette, a priori, avant-dernière séance, en tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler de la chance et de ses rapports avec la responsabilité morale qui, a priori, on sent qu'il doit y avoir un rapport entre les deux quelque part, mais ce n'est pas bien évident de savoir lequel. Alors, je vais commencer déjà par présenter, en fait, plus en détail des théories incompatibilistes et libertariennes, parce que c'est avant tout contre elles qu'ont d'abord été utilisés les arguments qui portent sur la chance. Et après, dans une deuxième partie, je parlerai de développements plus récents dans lesquels les gens se sont dit, mais en fait, en utilisant la notion de chance, on peut aussi attaquer le compatibilisme. Et donc, on peut défendre une sorte de scepticisme beaucoup plus généralisé sur la responsabilité morale. Alors, il est possible que mes paroles aillent bien au-delà de mes slides, parce que ça a été une semaine assez difficile, donc j'ai juste une trentaine de slides, donc on verra si ça suffit ou pas. Et alors du coup, effectivement, comme quelqu'un me l'a demandé dans une question, c'est vrai que dans le papier que je vous ai donné à lire, on parle souvent de deux grandes théories libertariennes, qui sont les Event Causal Libertarianism et Agent Causal Libertarianism, et je vais essayer de développer plus en détail ce que c'est, et effectivement, quelles sont leurs différences et leurs limites. Alors du coup, le libertarianisme, comme on l'a vu, c'est une forme d'incompatibilisme. Donc l'incompatibilisme, c'est toujours la position selon laquelle le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme. Et jusque-là, j'avais surtout parlé de hard determinism, l'idée selon laquelle le déterminisme est vrai et donc le libre arbitre est impossible. C'est une première version d'incompatibilisme. Et l'autre version, que je n'ai pas beaucoup détaillée, c'est le libertarianisme, c'est-à-dire l'idée que le libre arbitre est possible et donc le déterminisme n'est pas vrai. Je me suis trompé sur la slide. Et la raison pour laquelle je ne suis pas trop entré dans les détails, c'est que pour l'instant, le grand auteur libertarien dont on a parlé, c'est Van Inwagen. Et Van Inwagen, c'est quelqu'un qui a cette particularité de dire je suis libertarien, le déterminisme est faux, la liberté est incompatible avec le déterminisme, la liberté existe. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. C'est vraiment ça la position de Van Inwagen. En 2000, il a publié un article qui s'appelle « Free Will Remains a Mystery », qui est du genre « Oui, je suis toujours libertarien. Non, je ne sais toujours pas comment ça marche. Oui, je sais qu'il y a des théories sur comment fonctionne le libre arbitre libertarien, mais je pense que ça ne marche pas. » Mais il y a quand même des gens qui ont essayé de développer une théorie libertarienne, des théories libertariennes un peu plus précises, parce que justement, une critique qui est faite au libertarianisme par les compatibilistes, c'est de dire que ça ne suffit pas pour le libertarien de prouver que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme et que le déterminisme est faux. Il faut expliquer en quoi consisterait ce libre arbitre dont il nous parle, quoi. Sans quoi, finalement, être incompatibiliste, ça mènerait forcément au hard determinism. Vous voyez ? Pour être libertarien, il ne faut pas seulement dire que c'est impossible si c'est déterministe, il faut dire qu'il y a un truc qui est possible. On peut concevoir quelque chose. Il y a une version du libre arbitre qui est concevable. Oui, question ? Oui, en fait, c'est juste qu'en général, libertarien, on considère que c'est la conjonction de deux thèses, une thèse incompatibiliste plus une thèse sur le type de liberté qui est possible. Mais effectivement, il y a des gens qui défendent l'idée que on a peut-être une sorte d'agentivité qui est indéterministe, mais de toute façon, si elle était déterministe, ce serait pas bien grave, quoi. D'ailleurs, on va voir, par exemple, dans certains modèles que je vais présenter aujourd'hui, d'agentivité indéterministe, il y en a deux au moins qui sont présentés par des compatibilistes, qui se sont amusés à se dire « à quoi ça ressemblerait ?» Donc oui, c'est vrai que c'est toujours assez ambigu. C'est vrai donc le libertarianisme, on peut le prendre en un sens très restreint, c'est ceux qui sont incompatibilistes et qui ont un modèle de comment fonctionnerait le libre arbitre. Et on pourrait avoir juste l'idée que libertarianisme, ça voudrait juste dire ceux qui pensent que l'agentivité humaine telle qu'elle existe implique de l'indéterminisme. Mais que si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas bien grave. Et oui, c'est une position qui c'est vrai que c'est ambigu entre les deux, il faut faire la distinction. Donc là, quand je parle de modèle libertarien, c'est vrai que je vais surtout parler de modèle de comment fonctionnerait l'agentivité humaine. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de questions sur quelle est la compatibilité ou pas de la responsabilité morale et du déterminisme. Et alors, une forme, pédagogiquement, il est d'usage de commencer par l'Event Causal Libertarianism. Alors, qu'est-ce que c'est l'Event Causal Libertarianism ? Donc, c'est un libertarisme qui suppose que tout ce qui se produit, donc les décisions et les actions, sont le produit d'une chaîne causale qui implique nos états mentaux, en fait.
C'est-à-dire que les décisions sont causées par des états mentaux, par des croyances, par des désirs, etc. Et donc, souvent, ce sont des théories qui sont motivées par le désir d'être compatibles avec un cadre naturaliste ou scientifique. C'est l'idée, on n'a pas trop de trucs bizarres, hein, on a les mêmes choses que dans une théorie psychologique de la décision, hein, on a des états mentaux, des croyances, des désirs, des machins, ces trucs interagissent et causent des décisions qui vont causer des actions, mais c'est juste que dans les relations causales qu'ils entretiennent, il va y avoir de l'indéterminisme. Donc ça, je vais revenir un petit peu en détail. Et du coup, l'idée, c'est que ce qui cause des décisions et des actions, ce sont des événements mentaux. Hein, c'est parce que j'ai ce désir, cette envie, cette croyance, ce machin, que j'amène à cette décision. Donc les décisions sont causées par des événements. Ce qui est le type normal de causalité. Hein. On verra ensuite qu'il y a des types pas trop normaux. Alors, on va commencer par une version un peu bizarre de libertarianisme. C'est... voilà, donc en gros, pour l'event causal libertarien, voilà, j'ai mes désirs et mes croyances qui ensemble constituent ce qu'on appelle mes raisons d'agir. Hein, les raisons d'agir incluent mes désirs et mes croyances. Et ces désirs et ces croyances vont entraîner des décisions qui vont entraîner des actions. Et maintenant, il faut que je foute de l'indéterminisme là-dedans, quoi. Où est-ce que je le mets? Je ne peux pas le mettre n'importe où. Hein. Un exemple classique, c'est voilà, si je mets l'indéterminisme entre la décision et l'action, bon... est-ce que voilà, j'ai foutu de l'indéterminisme? Est-ce que j'ai vraiment un modèle qui m'explique que je suis libre? A priori non, hein, parce que mes décisions sont toujours entièrement déterminées par mes désirs et mes actions, qui elles-mêmes sont déterminées par mon passé, etc. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est que non seulement mes décisions sont déterminées, mais en plus, quand je les prends, j'ai une possibilité de me foirer et de faire complètement le contraire. Donc ça paraît pas très intéressant. Hein, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Donc ça, c'est une possibilité que vous allez voir assez peu, et donc des possibilités qui existent plus souvent. Une possibilité qui est connue, par exemple, qui est défendue par Robert Kane, qui est un incompatibiliste assez connu, un représentant assez connu de l'incompatibilisme, c'est de mettre l'indéterminisme dans l'intervalle qui sépare les raisons de la décision. Donc l'idée de Kane, c'est que mes désirs et mes croyances vont entraîner mes décisions. Il y a un lien causal entre les deux, mais ce lien causal n'est pas déterministe. Hein. Il y a de l'indétermination. C'est-à-dire que, dans certains cas, deux agents avec des désirs et des croyances équivalents vont arriver à des décisions différentes. Hein. Alors, pour rentrer plus en détail dans la théorie de Kane, l'idée de Kane, ce n'est pas que toutes nos décisions sont comme ça, mais que nos décisions sont comme ça quand nous faisons des choix pour lesquels nos désirs et nos croyances ne nous font pas pencher très fort d'un côté plutôt que de l'autre, en fait. Hein. Voilà, si on vous propose deux desserts à la cantine et qu'il y en a un que vous détestez absolument et l'autre que vous adorez, vous n'allez pas rentrer dans un mode indéterministe. Hein. Là, c'est assez clair, vos désirs et vos croyances vont vous porter vers un choix évident qui est choisir le dessert A plutôt que le dessert B, parce que l'autre, il est vraiment dégueulasse. Mais imaginons que maintenant, ça soit un cas où les deux desserts que vous avez au choix, ça soit des choses que vous aimez beaucoup, et puis vous êtes tiraillé dans ce choix cornélien entre deux desserts, vos désirs et vos croyances ne vous font pas plus pencher d'un côté que de l'autre, et dans ce cas-là, on est dans une sorte d'état d'équilibre, et dans cet état d'équilibre, une certaine forme d'indéterminisme intervient, et donc vos désirs et vos croyances ne déterminent pas entièrement la décision que vous allez prendre. C'est-à-dire que si on rejouait votre décision un certain nombre de fois, vous ne feriez pas toujours la même. Donc l'indéterminisme se situe à ce moment-là. Alors vous allez dire, oui, mais du coup, si l'indéterminisme ne concerne que certaines décisions spécifiques dans ma vie, des décisions, ce qu'on appelle les torrent decisions, là, quand je suis déchiré entre des choix de dessert, ça veut dire que pour toutes les autres actions que je fais, si je suis incompatibiliste, je dois considérer que ces actions ne sont pas libres. Alors la réponse de Kane et de beaucoup de libertariens de ce type-là, c'est, eh bien, il faut introduire quelque chose, c'est l'idée que la responsabilité se transfère. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend les expériences de pensée, imaginons que je me drogue, je me mets dans un état, et je ne suis pas responsable de ce que je fais pendant que je suis dans cet état, d'une certaine façon, ce n'est pas moi qui choisis, je ne suis plus en contrôle de moi-même. Mais si je savais à l'avance que j'allais faire des trucs bizarres en étant dans cet état-là, parce que cet état-là résulte de ma décision consciente d'avoir pris la substance, je suis quand même responsable de ces choses-là.
Vous voyez, c'est une responsabilité transférée. Ce n'est pas une responsabilité originale, mais j'ai au moins une responsabilité transférée pour ce que je fais dans cet état-là. Oui. Pour autant que la décision de prendre de la drogue, ce soit un cas où c'est en équilibre. Alors je vais y venir, mais pour l'instant je ne parle pas dans le cas libertarien. Je pense intuitivement tout le monde accepterait cette idée, vous voyez. L'idée que même si effectivement il y a des décisions ou des actions que j'entreprends dans un état qui en soi est un état de contrôle très limité, si je suis moi-même responsable du fait d'être dans cet état de contrôle très limité, il y a un transfert qui fait que je suis quand même responsable dû à une décision antérieure. Et donc ce que font les libertariens, c'est d'essayer d'utiliser ça à l'échelle de toute votre vie en fait. C'est l'idée que quand vous faites des choix évidents, c'est parce que votre caractère, vos désirs, vos croyances vous portent vers le choix évident. Hein. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas responsable au sens où il y aurait de l'indéterminisme dans cette décision. Mais le caractère, les désirs, les croyances qui vous amènent nécessairement à choisir telle décision dans ce cas-là, ils sont le produit de votre histoire passée et donc de vos choix indéterministes passés. Vous voyez, hein, l'idée c'est que au cours de votre vie, vous avez une succession de choix indéterministes qui, eux, sont originellement libres, qui forgent votre caractère. Et du coup, les choix faciles, déterministes que vous faites sur la base de votre caractère, mais vous en êtes quand même responsable parce que c'est vous qui avez contribué à forger votre caractère par des choix antérieurs. Mais on est tributaire de notre caractère, on ne le choisit pas, notre caractère. Bah si, l'idée c'est ça là. En partie au moins. Oui. Non, justement, plus vous vieillissez, plus vous êtes responsable. Alors ça dépend ce que vous voulez dire. De liberté de choisir. Ouais, vous êtes moins déterministe, mais vos choix sont moins déterminés, mais ils sont plus libres dans un sens où ils reposent sur un caractère que vous avez construit toute votre vie par vos choix précédents. C'est pour ça que c'est selon comment vous regardez, c'est plus ou moins libre, quoi. Mais oui, l'idée c'est que au début vous êtes cet enfant encore vierge de toute possibilité. Et chaque choix est un choix cornélien. Mais voilà, il y a des fois où ça... Oui. Sauf que précisément, on pourrait se dire qu'enfant, on n'a pas encore considéré un certain nombre de choses et on est d'autant plus soumis, sujet à nos désirs, nos croyances, et que c'est avec le temps qu'on va prendre du recul et puis délibérer. Eh oui. C'est un problème. Je n'ai pas vraiment de bonne objection. Donc l'idée, c'est que encore plus tard, vous avez quand même encore des choix comme ça qui vous arrivent, dans lesquels vous avez la possibilité de rectifier la course, quoi. Oui. Mais est-ce qu'il précise un peu le type de choix important? Là, vous parliez par exemple du dessert. Oui, alors bien sûr, là c'est l'idée que c'est l'idée des choses qui vont. L'idée, c'est que chaque choix contribue à forger votre caractère. Donc je ne sais pas, c'est privilégier, alors classiquement ça va être des trucs très bateaux, hein, privilégier votre bien-être et votre plaisir plutôt que la morale ou le bien-être d'autrui. Hein, voilà. Plus vous privilégiez votre propre bien-être, plus vous forgez un caractère dans lequel vous allez privilégier votre propre bien-être, et ainsi de suite, devenir une personne égoïste, etc. Est-ce que ce schéma il implique des probabilités ou pas? Alors, l'idée c'est qu'il y a des probabilités ici. C'est-à-dire qu'il y a la probabilité que ça cause cette décision ou la décision contraire, et cette probabilité, elle va être fonction de à quel point vos raisons d'agir dans une fonction ou de l'autre arrivent dans un état d'équilibre, quoi. Donc l'idée, c'est que en général, dans les décisions difficiles, voilà, vous avez 50-50 ou 53-47, je sais pas, mais quelque chose comme ça, ouais. Donc c'est seulement quand on est à 50-50 qu'on... Non, c'est pas seulement, mais il faut que ça approche ces eaux-là, quoi. Il faut que ça soit pas clairement... Même s'il y a une petite marge, vous pouvez quand même avoir un doute, mais il ne faut pas que ça soit clairement un où vous avez plein de raisons de le faire et l'autre où vous n'avez aucune raison de le faire, quoi. L'idée, c'est qu'il faut que ça ne soit pas une homéostase, il ne faut pas que ça soit parfaitement, mais il faut qu'il n'y ait pas de différence trop significative dans les raisons que vous avez d'aller dans un sens plutôt que de l'autre. C'est seulement dans ces cas-là qu'on exerce directement notre libre arbitre. Voilà, voilà. Ouais. On va venir aux objections un petit peu après. Commençons pas tout de suite. Mais voilà, c'est une façon d'essayer de construire à peu près à quoi ressemblerait le fonctionnement du libre arbitre. Alors ça, c'est une façon classique, mais il y a d'autres façons, il y a d'autres endroits où mettre l'indéterminisme. Donc ça, c'est une solution qui est proposée par Meillet, mais Dennett propose exactement la même, parce que lui aussi s'amuse à construire des trucs incompatibilistes des fois.
dit voilà, en fait, on pourrait imaginer un autre truc, on pourrait dire voilà, des fois on délibère avant de prendre une décision, par exemple une décision un petit peu compliquée, et le choix de la délibération, le produit de la délibération, il va dépendre de quelles raisons, donc de quel désir, de quelles croyances nous viennent à l'esprit pendant la délibération. Hein. Et on pourrait imaginer que y a que le fait que une certaine considération nous vienne à l'esprit est en partie un déterministe. Hein. Par exemple, je peux penser que voilà, si je prends telle décision, ça aura telle conséquence. Mais peut-être qu'il y a une petite indétermination dans le fait de savoir si je vais effectivement penser que ah oui, si je fais ça, il y aura telle conséquence. Vous voyez? Oui. C'est assez compatible avec l'expérience de Ginet, non? De Libet. De Libet, pardon. Ouais, parce que Ginet, c'est un peu un agent causal libertarien, donc là, j'avais du mal. Pardon, l'expérience de Libet. Dans Dans le sens où, avant la délibération, il y a déjà l'activité. Oui, voilà, par exemple, il pourrait y avoir, voilà, ça pourrait être à ce moment-là, il pourrait y avoir une sorte d'indéterminisme qui fait que, alors dans l'expérience de Libet, c'est un peu limité le moment, mais je sais pas, vous pouvez vous dire, ah oui, je pourrais le faire au bout de 7 secondes parce que j'aime bien le chiffre 7 ou un truc comme ça, où je me rappelle d'un moment dans ma vie où il y a eu le chiffre 5, puis voilà, du coup je vais le faire dans 5 secondes, mais si autre chose m'est arrivé à l'esprit, j'aurais choisi autre chose. Dans ce cas-là, ce serait effectivement, on pourrait avoir un truc comme ça, quoi. Ce serait un bon exemple de là, les raisons qui peuvent vous venir à l'esprit pour choisir à un moment d'appuyer sur le bouton plutôt qu'un autre, c'est tellement aléatoire que j'aurais peut-être choisi quelque chose de très différent si quelque chose d'autre m'était passé à l'esprit. Oui. Mais comment ils font la différence entre aléatoire je vois à peu près l'idée, mais je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument appeler ça un déterminisme. Parce que c'est leur but, c'est qu'il faut que ça soit pas déterministe, c'est-à-dire qu'il faut pas que, étant donné ce qu'il y a juste avant, il y ait 100% de chances que cela se produise. Mais c'est quoi la différence avec un modèle à la Hume, par exemple? À la Hume, où en fait... Ah bon, on va y venir, ça c'est l'objection. N'avançons pas trop vite. Oui. Parce que ouais, le problème, j'ai l'impression que l'indéterminisme, c'est pas égal ou ça implique pas ce qu'on pourrait essayer d'appeler le libre arbitre, parce que si c'est juste du hasard, on serait déterminé au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça s'appellerait juste pas déterminé, mais je vais y venir. L'idée, c'est qu'on voit pas trop ce que ça change, quoi. Mais ça, je vais y venir. C'est une des objections, effectivement, qui vient très vite à l'esprit devant ces modèles, quoi. En fait, il faut savoir que ces modèles ont été énormément critiqués, mais c'est pas forcément juste par les compatibilistes, quoi. Il y a plein d'incompatibilistes qui trouvent ça complètement absurde. Voilà, ça veut dire que ça vaut pas la peine d'abandonner le compatibilisme si c'est pour choisir ça à la place, quoi. Mais tout ce que vous mentionnez là, on va en parler plus en détail justement après. Donc voilà, ça c'est une autre façon. Voilà, bon, on a mis un peu d'indéterminisme. Puis l'idée, c'est que c'est quand même des actions rationnelles. Hein. Dans chaque fois, la personne, elle prend des décisions sur la base de croyances. Il faut vraiment voir que c'est pas complètement. La personne ne peut pas choisir n'importe quoi. Hein. C'est pas j'aime A, B, C, je déteste E, wouhou, je choisis E, quoi. Non, c'est je suis partagé entre A et B, et donc j'ai des raisons de choisir A, j'ai des raisons de choisir B. Et finalement, quel que soit le truc que je finisse par choisir, même si c'est aléatoire, je le choisis quand même pour des raisons. Hein. Je ne le choisis pas de façon complètement. C'est pas une sorte d'acte gratuit qui sortirait de nulle part. Hein. Donc ça, c'est un peu la défense des gens qui défendent ces modèles. C'est voilà, les gens font pas n'importe quoi. Hein, ils font ce qu'ils pensent qu'il y a des bonnes raisons de faire quand même. Donc ça reste quand même, oui. Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par aléatoire? Quel est le type de force du coup qui... Il n'y a pas de force, c'est de l'aléatoire pur, c'est ça le principe de l'indéterminisme. S'il y avait une force qui permettrait d'expliquer la présence des chances, ce serait un monde déterministe qu'on décrirait à travers des probabilités, vous voyez. Tandis que là, c'est vraiment comme on veut de l'indéterminisme, c'est de l'aléatoire pur, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause? Ouais. Il y a des causes, mais qui ne nécessitent pas leur effet, dans le sens... c'est les désirs et les croyances causent la décision, mais j'aurais pu en causer une autre. Et il n'y a rien qui explique pourquoi c'est telle chose plutôt que telle autre qui est sortie comme résultat. Sinon, ce ne serait pas aléatoire, ce serait une variable cachée qui expliquerait le... Donc vraiment, l'idée, c'est que si, je vais y venir, parce que c'est une objection de Van Wegen, si vous rejouez la décision un certain nombre de fois, en gardant tout identique, vous arrivez sur des réponses différentes, des décisions différentes selon les moments, quoi. Oui. Une question technique. Je pense que, si j'ai bien compris, on ne sait pas encore si on a un phénomène qui est étendu dans le temps, il y a des... On ne peut pas
dire avec certitude qu'il est aléatoire ou pas. S'il est très compliqué, on ne sait pas. Ouais. En physique. Ouais. Donc on n'a aucun. Là, l'idée, c'est pas de prouver. L'idée, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que ce serait un libre arbitre non déterministe qui permettrait de préserver un contrôle de l'agent sur son action. Oui, je comprends bien, mais j'essaie de voir s'ils ont quand même au moins en tête genre, un critère quelconque de ce qui est vraiment aléatoire et de ce qui semble aléatoire. Ah, bah, l'idée, c'est que même si tu peux pas distinguer exactement, je veux dire, même en physique quantique, les gens se disputent encore pour savoir si c'est vraiment aléatoire ou machin aléatoire, donc c'est toujours dur, mais l'idée, c'est que théoriquement, est-ce qu'on pourrait avoir des choses qui sont vraiment aléatoires tout en ayant un modèle de ce qu'est le libre arbitre, quoi. Même en physique pas quantique, si on a un truc assez étendu dans le temps et assez compliqué, on n'aurait peut-être pas assez de puissance. Ah oui, bah, c'est sûr que pour chaque événement en particulier, tu peux pas savoir, mais disons que tes théories, elles peuvent être probabilistes, mais les probabilités peuvent faire sens uniquement si tu supposes un cadre déterministe derrière, quoi. Par exemple, la physique des gaz est probabiliste, mais les règles probabilistes, en fait, on tire ces règles-là précisément parce qu'on présuppose que le truc est déterministe, quoi. C'est-à-dire que si tu faisais une autre supposition, tu n'aurais pas les mêmes équations. Donc, sur des théories générales, oui, mais c'est vrai que sur l'observation d'un truc quelque part maintenant, là, tu peux pas dire que c'est aléatoire ou pas. Il faut forcément avoir un truc, il faudrait avoir un truc identique qui agit plusieurs fois pour dire que c'est aléatoire. Mais est-ce qu'il y a des probabilités qui ne supposent pas un déterminisme? Oui, Ça bien veut sûr. dire quoi, du coup Bah, par exemple, si je jette un dé, là, il a une chance sur 6 de tomber sur la face 6. Mais je suppose pas que le monde est indéterministe. Je suppose juste que, étant donné que c'est un peu compliqué de prédire l'avenir, et étant donné qu'il n'y a aucune raison physique qu'une face soit privilégiée à l'autre, il y a une chance sur 6, quoi. Maintenant, si je laisse le dé sur une face, je peux faire des prédictions beaucoup plus intéressantes, mais ça ne veut pas dire que le monde devient plus déterministe, ça veut juste dire qu'il devient plus prévisible, en fait. Vous voyez, si vous tirez à pile ou face aussi, vous ne violez pas les lois de la physique en tirant à pile ou face, mais vous dites bien qu'il y a une chance sur 2 de tomber sur pile ou une chance sur 2 de tomber sur face. Ça veut juste dire que y a un certain pattern d'observation que vous ne pouvez pas réduire, expliquer, étant donné ce que vous avez à disposition, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Si vraiment le hasard, c'était quelque chose qui violait les lois de la physique, vous imaginez, je sais pas, dans n'importe quel jeu vidéo, vous avez des trucs qui sont tirés aléatoirement à chaque fois que vous faites une action. Ça ne veut pas dire que la console est en train de modifier la structure de l'espace-temps. Ça veut juste dire qu'il y a des trucs, vous savez pas, il y a un système déterministe, mais vous savue juste pas comment il fonctionne dans la console, quoi. Voilà, c'est juste. Donc il y a plein de choses qui sont déterministes, mais aléatoires. C'est juste que là, dans ce modèle-là, on veut un truc qui est indéterministe et qui donc est aléatoire. Là, l'idée c'est ça. Si un système est déterministe, de notre point de vue, il peut être aléatoire ou pas, selon l'état de nos connaissances et ce qu'on est capable de prévoir. Mais si un système est indéterministe, on s'attend quand même à ce qu'il soit aléatoire, par contre. Là, il n'y a pas trop de choix. Ça va comme ça ou pas? Donc voilà, ça c'est des différents modèles de libertarisme event-causal. Et donc il y a un certain nombre d'objections qui sont faites à ça. Et une sur laquelle je vais revenir plus tard, parce qu'il y a plein de versions de cet argument, c'est un peu le problème, c'est l'argument justement de la chance, le luck argument. L'argument de la chance, c'est à peu près celui-là, intuitivement, mais on va voir que c'est un peu difficile de le formuler explicitement. C'est si une action est indéterminée, alors le fait qu'elle se produise est une question de chance. Voilà. Alors déjà, il y a des gens qui refusent ça. Par exemple, si vous prenez la définition de Lévy, c'est pas clair que ça soit vrai, mais on va y revenir après. Et si le fait qu'une action se produise est une question de chance, alors je n'exerce pas un contrôle suffisant sur elle pour en être moralement responsable. Voilà. Donc l'idée, c'est là, si ma décision, par exemple, dans ce modèle, si ma décision est déterminée et expliquée en partie par la chance, alors je n'ai pas de contrôle sur ma décision, enfin, je n'ai pas un contrôle total sur ma décision en tout cas, et donc je ne peux pas être responsable de cette décision, et donc encore moins de l'action qui s'ensuit. Alors ça, c'est une forme d'argument, les arguments qui essaient d'attaquer le libertarianisme sur la base de la chance, qui remontent au moins jusqu'à Hume. Souvent, on dit que c'est Hume qui a fait la première objection de ce type-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la théorie de Hume, c'était ça. C'était « je suis responsable de mon action », par exemple, je suis blâmable d'une action mauvaise ou je mérite des louanges pour une action positive, si cette action reflète mon caractère parce qu'elle jaillit justement, elle est causée par ce caractère. Ce qui est une théorie assez particulière, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais dans le cadre de la théorie de Hume, Hume dit, voilà, mais justement, du coup, s'il y avait de l'indéterminisme, alors il n'appelle pas ça exactement comme ça, je ne sais plus comment il appelle ça, la fortune ou quelque chose comme ça.
s'il y avait de l'indéterminisme, ben en fait, je vivrais dans un monde où je suis encore moins responsable. Hein. Parce que certaines de mes actions, parce qu'elles ne sont pas déterminées par mon caractère, eh ben, elles n'auraient rien à voir avec mon caractère, en fait. Hein, du coup, elles n'exprimeraient pas mon caractère, ce serait une sorte de caprice qui jaillirait comme ça, vous voyez. Et du coup, ce serait bizarre de punir ou de louer quelqu'un sur la base d'une action qui ne reflète pas qui est cette personne au fond, pour Hume. Alors bon, il y a plein de prémices qu'on peut rejeter dans l'argument, hein, c'est pas le problème. Mais vous voyez un peu ce qu'est l'idée, c'est que voilà, le truc de Hume, c'est en fait, si le monde était indéterministe, ce serait pire. On serait moins responsable que s'il y avait du déterminisme. Donc finalement, je ne vois pas très bien en quoi appeler à l'indéterminisme nous permettrait d'être plus libres. Donc au XXe siècle, il y a des gens qui ont essayé de reprendre cet argument, hein, et certains qui ont défendu en fait, dans une veine humienne, que non seulement le déterminisme était compatible avec la responsabilité morale, mais le déterminisme est nécessaire pour la responsabilité morale. Alors plus personne accepte cette idée aujourd'hui, mais il y a vraiment des gens qui ont défendu ça, l'idée que si le monde n'est pas déterministe, alors la responsabilité morale n'est pas possible. Hein, et l'argument est justement le suivant, hein, c'est, si on reprend cet argument, il faut voir, voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'une action est une question de chance. Eh ben, certains ont essayé de le définir de façon très rigoureuse en disant, voilà, pour exercer un contrôle sur le fait qu'un événement E se produise, il faut que notre décision de faire que E se produise rende l'arrivée de E certaine. C'est-à-dire, je n'ai de contrôle sur ce que je fais, sur un événement, que si ma décision de causer cet événement le cause nécessairement. Et si je n'ai pas ce type de contrôle-là, s'il y a de la chance qui est introduite, ben j'ai plus ce type de contrôle, je ne suis plus moralement responsable. Mais du coup, si je vis dans un monde indéterminisme, il y a de l'indéterminisme un peu partout, et donc je ne peux jamais être complètement sûr que mes décisions vont causer l'action et les résultats voulus, et donc l'indéterminisme, en fait, réduit ma responsabilité. Alors bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut résister à cet argument. Hein. Par exemple, quelqu'un peut dire, oui, non, mais l'indéterminisme, il est juste là, en fait. Hein. Il n'est pas ici. Hein. Donc une fois que j'ai pris ma décision, l'action, elle s'ensuit, pas de problème, tout va bien. Et ensuite, on peut aussi refuser l'idée selon laquelle, pour être responsable de quelque chose, il faut un contrôle aussi fort sur le résultat de son action. Donc, par exemple, un exemple très très simple, c'est, imaginons, voilà, j'ai décidé d'assassiner quelqu'un, encore une fois, j'ai encore pris mon fusil à pompe, là, et je suis en train de viser, mais en fait, je suis très très nul en tir, donc j'ai une chance sur 3 de toucher la personne. Je touche la personne, quand même, j'ai du bol. Clairement, j'étais chanceux. Hein, voilà, on peut même dire que j'avais une chance sur 10 de la toucher. J'ai réussi à la toucher, la plaf dans la tête, entre les deux yeux, elle est bien morte. C'était vraiment beaucoup de bol. Est-ce que du coup, je peux me défendre en me disant, oui, non, mais c'était un coup de chance. La chance, c'est contraire à la responsabilité morale. Je n'avais donc aucun contrôle sur mon action. Vous voyez que voilà, c'est pas complètement évident. Alors bien sûr, après on pourrait dire, oui, mais en fait, ce qui compte, c'est le contrôle, c'est pas le contrôle qui est entre la décision et l'action, mais c'est le contrôle qui est entre le désir, entre les raisons et la décision. Et ça si cette chose-là est indéterminée, là c'est embêtant. Mais on peut utiliser les mêmes expériences de pensée. Oui, allez-y. Ceci étant, ça nous fait rire, mais par exemple des accidents de chasse, c'est exactement la même chose, mais de manière inversée. On dit c'est par malchance, donc finalement je suis pas responsable. Alors, je pense qu'il y a une composante différente dans les... Alors, je ne défends pas les accidents de chasse, mais je pense que c'est plus plausible dans les accidents de chasse, dans le genre où la personne dirait « j'avais quand même pas l'intention de le faire. Si j'avais su que ça avait une chance de le faire, je ne l'aurais pas fait. » Quelque chose comme ça, quoi. Après, on pourrait dire « oui, mais c'est un peu hypocrite, parce qu'on sait que dès qu'on va faire la chasse, on a des chances de causer ce genre d'accident, etc. » Mais disons que je pense qu'il y a quand même une différence entre l'exemple et l'accident de chasse, mais effectivement, de toute façon, oui... on pourrait imaginer des activités qui causent des accidents, et on sait que ça cause des accidents, et donc la personne est... je ne sais pas, si vous décidez de faire course de moto à fond à l'heure, à 200 à l'heure autour de plein palais, que vous écrasez quelqu'un, vous auriez beau... Ça n'était pas l'intention, mais bon, voilà, quoi. Donc effectivement, c'est un peu fort de penser qu'il suffit de rajouter un peu de chance, et puis tout de suite, ça dédouane, quoi. Ça paraît assez bizarre. Mais oui, dans le cas des chasseurs, il faudrait débattre sur est-ce qu'ils ont vraiment conscience que c'est dangereux, ils s'en foutent, ou ils n'arrivent vraiment pas à comprendre que c'est dangereux, quoi. Ce serait plus une question comme ça. Ouais, et je disais, bon, en fait, on peut pousser ces cas au maximum aussi sur la décision. On peut imaginer des cas beaucoup plus imaginaires. Dans le cas, voilà, on va supposer que je souffre d'un grave trouble psychique qui est que
Bah, j'ai des désirs et des raisons, mais 8 fois sur 10, en fait, j'ai une tumeur quelque part qui déclenche l'action, qui déclenche la décision complètement inverse à ce vers quoi m'orientent mes décisions et mes croyances et mes désirs. Mais de temps en temps, j'arrive à suivre un processus normal, c'est-à-dire mes croyances et mes désirs causent l'action correspondante. Est-ce que si, voilà, encore une fois, j'essaye d'assassiner quelqu'un, c'est vraiment mon passe-temps, j'essaye, et puis la tumeur n'interfère pas, et j'arrive à déclencher mon plan comme il faut et à tuer la personne. Est-ce que le fait que j'ai eu quand même vachement de bol que ce coup-ci, mon trouble psychique ne s'oppose pas à ce que j'ai eu envie de faire, fait que je ne suis pas responsable? Ça paraît quand même très... Donc il y a beaucoup de gens qui défendent l'idée que, bon, il suffit qu'il y ait une certaine relation assez robuste entre mes désirs, entre mes raisons et mes intentions et mes actions, pour que le contrôle et la responsabilité morale soient possibles. Il n'y a pas besoin que ce soit un contrôle aussi total, sans faille, quoi. Ça paraît vraiment bizarre, et du coup ça affaiblit un peu ce genre d'argument, mais on va revenir à d'autres versions de l'argument un tout petit peu plus tard, qui sont un peu plus crédibles. Alors une autre objection qui est un peu plus complexe qu'on peut faire au modèle que j'ai proposé, c'est ce qu'on appelle le mind argument. Alors c'est Wallenwagen qui lui donne ce nom, parce qu'il trouve qu'il a trouvé 3 ou 4 versions de cet argument par des auteurs différents, mais toutes publiées dans le journal Mind, donc le truc s'appelle le mind argument. Voilà. C'est à l'époque où on soumettait encore des trucs à Mind. Alors je plaisante, parce que Mind, c'est un journal qui est censé être excellent en philosophie, mais il a cette réputation où ils mettent 1 an et demi environ à vous dire qu'ils ne veulent pas de votre papier. Donc, je connais très peu de gens qui se risquent à aller soumettre des articles à Mind, quoi. C'est un journal de psycho à la base. Wittgenstein a publié des expériences en psycho de la musique dans Mind. Et William James a publié aussi un papier où il teste le gaz hilarant sur lui-même. Et puis sa note, c'est... la phénoménologie du gaz hilarant selon William James, c'est pour la première fois que j'ai eu l'impression de comprendre la philosophie de Hegel. Ah, d'accord. Voilà, c'est peut-être pour ça en fait. Mais bref, donc voilà. Donc dans Mind, il y a un certain type d'argument qui retrouve là-dedans. Et l'argument qu'on retrouve, l'argument, c'est le suivant, c'est de dire, bon, vous avez déjà entendu parler de la règle bêta. C'est celle qui dit que si vous n'êtes pas responsable, si vous n'avez pas de contrôle sur un truc, sur P, et pas de contrôle sur le fait que P implique Q, alors vous n'avez pas de contrôle de Q. Eh ben, on pourrait, ce serait rigolo si on appliquait ça aux théories libertariennes, en fait. Hein, imaginons que P, c'est ma décision. P implique Q, c'est le fait qu'une fois que j'ai pris cette décision, je fais l'action correspondante. Alors, supposons que je suis dans un modèle où la relation entre la décision et l'action est déterministe, hein, comme par exemple celui de Keynes. Donc, une fois que j'ai pris la décision, je vais causer l'action. Ça c'est la chaîne normale. Donc ça, j'en suis pas responsable. C'est comme ça que fonctionne la psyché. Hein. Est-ce que je suis responsable de la décision? Si la décision, elle est produite par la chance, hein, si c'est un produit de la chance, hein, si vraiment elle est le produit de ce truc random, où là je suis tordu entre deux trucs, puis j'ai 50% de faire l'un et 50% de faire l'autre, alors, selon les gens qui défendent cet argument, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de contrôle sur ma décision. Hein. Et donc, si vous prenez ces deux prémices ensemble, vous arrivez à la conclusion selon laquelle je n'ai pas de contrôle sur mon action, donc je ne suis pas moralement responsable de mon action. Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Donc, en gros, on reprend l'argument qui montrait que le déterminisme n'était pas compatible avec la responsabilité morale, et quand on l'applique à ces modèles-là, on retombe aussi sur la même conclusion que ces modèles indéterministes ne sont pas compatibles avec la responsabilité morale, en fait. Et par exemple, Wallenwagen discute ça longuement dans son bouquin, dans l'essai sur le libre arbitre, et en fait, il dit, voilà, mais l'argument est valide, en fait, j'ai rien à dire. Hein. Exactement. La seule chose que j'ai à dire à ces gens-là, c'est, ok, mais alors si tu acceptes cet argument, tu acceptes aussi le mien, selon lequel le déterminisme empêche la responsabilité morale. Hein. Donc ça peut être embêtant ou pas, selon ce que vous cherchez à défendre. Donc l'idée de Wallenwagen, c'est pas de dire qu'il n'existe pas de libre arbitre qui est compatible avec l'indéterminisme, mais c'est de dire que, en fait, ce que montre cet argument, c'est qu'il ne peut pas avoir la tronche qu'on lui donne dans les modèles qu'on vient de voir. Parce que, en fait, ces modèles-là tombent en proie à une sorte d'équivalent de l'argument auquel succombait déjà le déterminisme. Bon, après, bien sûr, comme on a vu, il y a plein de raisons de refuser la règle bêta. Donc, si vous réfutez l'argument contre le déterminisme, vous réfutez aussi cet argument. L'idée, c'est que les deux tombent un peu l'un à côté de l'autre. Alors, une troisième objection, il y en a pas mal des objections, hein, je vous préviens.
Troisième objection, c'est la question de l'amélioration. C'est un argument qui va un petit peu comme ça et qui va rebondir un peu sur une intuition qu'il y avait par ici. C'est, voilà, les event causal libertarians supposent qu'un agent dans un monde déterministe n'est pas libre. Hein. Ils veulent développer un modèle libertariste parce qu'ils pensent que dans un modèle compatible, dans un modèle déterministe, il n'y a pas de liberté. Sinon, il n'y aurait pas trop d'intérêt. C'est un peu ça l'idée. Donc ça c'est ce qu'ils supposent. Mais il se trouve que la seule différence entre un agent dans un monde déterministe et un agent dont le fonctionnement suit les mécanismes qui sont décrits dans les modèles que j'ai présentés, c'est juste qu'on a foutu une forme d'indéterminisme quelque part. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec ce diagnostic. On a pris un modèle, en fait, c'est un peu comme si on avait pris un modèle déterministe, puis pouf, on avait collé de l'indéterminisme quelque part. Et du coup, la plupart des gens sont d'accord avec ça aussi. Et là arrive le problème, c'est on ne voit pas en quoi ajouter un peu d'indéterminisme quelque part, ça ajouterait du contrôle en fait. Vu qu'en général, quand on rajoute de la chance quelque part, ça a plutôt tendance à diminuer le contrôle, vous voyez. Donc du coup, il n'y a pas de raison de penser que les agents dans les modèles event causal sont plus libres que ceux dans les modèles déterministes. Et comme les agents dans les modèles déterministes ne sont pas libres par présupposé, on doit en conclure que finalement les agents ne sont pas libres non plus dans ces scénarios-là. C'est encore moins libre que pas libre. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, c'est l'idée que, il y a vraiment, s'il restait un tout petit truc quelque part, on est en train de creuser encore plus. Donc en fait, le défi qui est posé par cet argument, c'est de dire, mais en fait, en quoi rajouter cet indéterminisme, ça vous fait gagner du contrôle? Pourquoi vous êtes plus libre parce que vous avez rajouté cet indéterminisme? Et ça, c'est une question assez difficile. Il n'y a pas énormément de bonnes réponses, pas énormément de réponses directes à cet argument. Il y a quand même quelqu'un qui a tenté un truc plausible, donc c'est encore Balaguer dont j'avais parlé, qui dit, voilà, j'ai au moins un cas dans lequel je peux expliquer pourquoi avoir ce genre d'indéterminisme, ça nous rend plus libres que si on ne l'avait pas. Et il dit, voilà, c'est encore une fois uniquement dans le cas des décisions, des torn decisions, qu'on est déchiré entre deux issues sur lesquelles on est à peu près équivalent, un peu comme l'âne de Buridan. Voilà, il y a A, il y a B, j'ai pas de raison de faire A plus que B, je suis déchiré entre les deux, donc au final, quand je vais choisir, ça va être arbitraire. On est d'accord? L'idée, c'est que je ne vais pas choisir A parce que j'ai plus de raisons de choisir A que B, et je ne vais pas choisir B parce que j'ai plus de raisons de choisir B que A, je vais choisir de façon arbitraire entre les deux. Et alors, donc je ne choisis pas pour une raison. Je ne choisis pas A plutôt que B pour une raison. C'est un peu ça l'idée. Du coup, quel est le mécanisme qui me permet de choisir A plutôt que B? Si je suis un déterministe, je vais dire, en fait, c'est les raisons qui causent de façon indéterministe. Et comme la causalité est indéterministe, ça m'amène tantôt d'un côté plutôt que de l'autre. Donc c'est les raisons qui causent ma décision, mais le sens dans lequel elles vont m'orienter est indéterminé. Ça va, ça? Ça, c'est le modèle indéterministe. Il dit, mais par contre, si je suis déterministe, je dois dire que je ne peux pas dire, c'est comme ça, c'est au hasard. Je dois dire, il va y avoir une sorte de mécanisme, par exemple, dans mon cerveau. Je sais pas, il y a un truc, un RNG qui me permet de choisir aléatoirement entre des options. Et ça, c'est un mécanisme cérébral dont je suis inconscient et qui échappe à mon contrôle. Donc dans ce cas-là, dans un modèle déterministe, je dois dire que mes décisions entre des options égales, elles sont causées en partie par des mécanismes qui me sont étrangers, qui n'appartiennent pas à mes raisons, qui n'appartiennent pas au sujet conscient. Vous voyez un peu l'idée? Or, quand je suis poussé dans une direction, quand mon choix est influencé massivement par un mécanisme qui n'est pas mes raisons et qui est en dehors de mon contrôle, je ne suis pas libre. Vous voyez un peu l'idée? Du coup, je suis quand même plus libre dans le modèle incompatibiliste, parce que là, au moins, c'est uniquement mes raisons qui me poussent à agir, elles me le font juste de façon indéterministe. Il n'y a pas un facteur supplémentaire, c'est juste que les raisons ont une causalité indéterministe. Tandis que dans le modèle déterministe, je dois supposer qu'il y a un truc qui n'est pas mes raisons, qui vient trancher entre mes raisons. Et donc, c'est quelque chose extérieur à moi qui me fait pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Oui? J'ai l'impression que, du coup, ce qui manque dans ce courant du libertarianisme avec l'indéterminisme, l'event causal, c'est que il n'y a pas la notion justement de libre arbitre, de type de contrôle qu'on exerce, parce que c'est ça qui manque quand on dit, admettons qu'on soit dans un cas où on est tiraillé et que l'indéterminisme a fait qu'on a des désirs et des croyances qui nous partagent entre les deux. Quand vous dites j'ai pas plus de raisons d'agir dans un sens que dans l'autre, les raisons c'est pas seulement, même pas surtout nos croyances et nos désirs, mais c'est peut-être aussi et surtout justement un
un contrôle, une délibération qu'on exerce, et Mhm. c'est ce qui viendrait trancher Ouais. un cas dans lequel nos croyances et nos désirs, de manière indéterminée, nous tirailleraient en deux options. Bah, c'est un truc tierce qui viendrait, et ça ce serait tout autant, si ce n'est plus, les raisons qui font que les désirs et les croyances. Bah, je vais y venir. C'est exactement ce qui manque. C'est à peu près, c'est le diagnostic. Vous n'êtes pas le seul à avoir tiré ce diagnostic. On va voir ça. On va bientôt y arriver. Enfin, une quatrième objection qui est moins souvent formulée explicitement, mais qui est à mon avis une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle l'objection du disappearing agent, l'idée que l'agent disparaît. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le problème du disappearing agent? Donc c'est un problème qui est soulevé par plusieurs philosophes, c'est que finalement, dans ces modèles, eh ben, on n'a pas l'impression que l'agent joue un rôle, ce qui était déjà dans le cas des modèles déterministes équivalents, hein. Du coup, certains disent, voilà, mais en fait, c'est les désirs et les croyances qui causent les décisions, c'est des états mentaux qui causent une décision, mais je ne vois pas comment, où est-ce que l'agent est la source de ce qu'il fait, en fait. Hein, c'est ces états mentaux qui causent l'action, mais l'agent est absent du modèle. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne objection? C'est assez compliqué, hein. C'est par exemple, si vous considérez que les poumons sont l'organe de la respiration, si vous faites un schéma de comment fonctionnent les poumons, vous allez dire qu'en fait, chaque partie joue un rôle et vous n'aurez jamais les poumons en général dans votre schéma, quoi. Donc, vous pourriez en conclure que les poumons ne jouent aucun rôle dans la respiration. Donc, vous pourrez dire, voilà, c'est un abus sémantique. Bah oui, quand je fais le graphe, il n'y a pas un truc écrit « agent » dans le modèle, mais ça ne veut pas dire que l'agent ne fait rien. Ce serait une sorte de... Mais il y a des gens pour qui il faut vraiment que l'agent soit impliqué en tant que source de l'action. Et ça n'est pas garanti par ce genre de choses-là. Parce que ce n'est pas l'agent qui prend la décision, c'est la décision qui est causée par ses raisons, ses désirs et ses croyances. Oui? En fait, je veux bien rajouter sur le schéma quelque part la raison, qui serait le seul truc qui n'est pas causé par autre chose, qui n'est pas très libre arbitre. Parce que les désirs et les croyances sont aussi déterminés par la biologie, le passé, tout ça. Bah oui, forcément. Il ne faut pas rajouter quelque chose pour dire ça, c'est là où c'est libre. Hein. Alors on va y venir aux théories qui rajoutent un truc massif comme ça qui est censé être indéterminé. Mais voilà, je pense que vous ressentez un peu tous les problèmes qu'il y a dans cette théorie, hein. Je pense que la plupart ont été à peu près bien cernés. En général, de toute façon, la grande accusation qu'on fait à ces modèles, c'est que, en gros, on en a déjà parlé, c'est juste un modèle déterministe que vous avez pris, vous l'avez juste collé de l'indéterminisme dedans, et on ne voit pas bien, du coup, en quoi ça change quoi que ce soit. C'est vraiment ça le problème, c'est que, en fait, c'est trop près des modèles que pourrait sortir un compatibiliste ou un déterministe. C'est pas sûr que ça suffise de rajouter 3 grammes d'indéterminisme quelque part dans le modèle pour avoir quelque chose. Ce qui nous amène au deuxième type de famille libertarienne, qui, elles, sont massivement différentes, pour le coup, donc il faut s'accrocher un petit peu plus. C'est les théories en termes de causalité agentive, hein, agent causal libertarianism. Alors, qu'est-ce que c'est, les théories de la causalité agentive? Alors, c'est quelque chose qui est défendu dans la philosophie contemporaine depuis Chisholm, mais c'est des trucs qu'on peut retrouver chez Thomas Reid ou des choses comme ça. C'est l'idée, qu'est-ce qui cause la décision? C'est pas les états mentaux de l'agent, c'est pas ses raisons, c'est l'agent. L'agent cause la décision. Il est là. Il la cause en vertu de certaines raisons, de certaines croyances, de certains désirs, mais c'est l'agent qui cause la décision. Et alors comme ça, du point de vue du langage ordinaire, ça peut aller, hein, on dit machin est responsable de ça, machin a fait ça, mais du point de vue de comment on comprend normalement la causalité, c'est assez bizarre, parce qu'en général, on considère toujours que la causalité, c'est une relation entre événements. Hein. Il y a telle chose qui s'est produite à tel moment, à tel endroit, et ça a amené telle autre chose à se produire à tel moment, à tel endroit. Par exemple, si je dis « la foudre a causé l'incendie », je pense c'est un raccourci pour dire le fait que la foudre ait touché tel truc à tel moment-là et a causé machin. Et si je dis « la pluie », ça veut dire, voilà, je ne pense jamais que c'est toujours un événement précis qui cause un autre événement. Mais selon cette théorie, non. Hein, on suppose un nouveau type de causalité, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des substances qui peuvent causer des événements comme des décisions, sans pour autant que ce soit réductible conceptuellement, linguistiquement, ontologiquement à des affirmations sur des événements. Hein. C'est-à-dire, si je dis Bob a décidé d'apprendre le skate, voilà, ça ne veut pas dire que telle croyance, le fait que Bob ait eu telle croyance et qu'il ait eu tel désir ont entraîné Bob à prendre la décision de faire du skate. Non, c'est Bob. Bob est la source de la décision, ce n'est pas des événements.
Et donc là, vous voyez déjà le premier problème de la théorie, avant qu'on rentre dans ses avantages, c'est que c'est très bizarre, c'est juste ça. Voilà. Hein, c'est un peu la réaction de beaucoup de gens à « Waouh !» C'est du point de vue de tout ce qu'on a en métaphysique de la causalité, on est obligé de rajouter des trucs que beaucoup de gens n'accepteraient pas. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas défendre que l'agentivité, c'est une sorte de propriété qui survient sur des événements? Alors on va y arriver. Avec un certain degré de complexité. Oui, il y a des gens qui essaient de défendre ça comme ça, en disant que... Alors il faut que ça soit non réductible, par contre. Hein. Il faut que ça soit une survenance, mais sans réduction. Sans réduction métaphysique, pas juste sans réduction conceptuelle. Donc c'est assez exigeant quand même, parce que sinon, en fait, ça voudrait dire qu'on pourrait retraduire tout ce que vous dites dans votre théorie sous un modèle comme ça, par exemple, et donc on retomberait sur les mêmes difficultés. Donc il faut que ça soit impossible qu'il y ait une équivalence métaphysique entre votre modèle et celui-là. Donc il faut que ce qui survienne soit nouveau, en fait, qu'il y ait quelque chose qui survienne. Donc on est plus dans de l'émergentisme que juste de la survenance, quoi, vraiment. Oui. S'il vous plaît. La survenance, elle n'est pas, par définition, pas entièrement réductible? Alors, ça dépend ce qu'on entend. Non, en fait, la survenance, elle est compatible avec une forme de réductionnisme. Oui, mais il ne peut pas être total, parce que le but... Ça dépend, en fait. Par exemple, si vous considérez que les états mentaux surviennent sur les états physiques, vous pouvez penser que conceptuellement, les états mentaux ne sont pas réductibles aux états physiques, parce qu'il n'y a aucune façon de définir conceptuellement les états mentaux en termes d'état physique. Mais vous pensez que ontologiquement, ils sont réductibles, dans le sens où tout état mental individuel est un état physique, par exemple. Okay. D'ailleurs, j'ai envie de venir, parce qu'il y a justement une objection de Perboom qui joue là-dessus un petit peu. Mais en plus, voilà, il faut déjà préciser quel type de réductibilité. Mais non, vous pouvez parler de survenance. En gros, l'idée, c'est que la survenance, c'est un peu le requisite minimum. Et une façon d'avoir de la survenance, c'est d'avoir de la réductibilité. Mais ce n'est pas la seule façon. Je ne connaissais pas la distinction conceptuelle et métaphysique. Je pensais que quand on parlait de survenance, c'était justement pour indiquer qu'il y avait un lien, mais pas intégral. Oui, c'est plutôt la réductibilité qui est distinguée entre métaphysique et... donc la survenance... La survenance, elle est complètement compatible avec la réductibilité, oui. L'idée de la survenance, c'est juste que tout A survient sur B si tout changement dans B implique un changement dans A. Ouais, mais j'ai l'impression que le but de dire ça, c'est de dire que A n'est pas égal à B. Alors, c'est juste, je pense que c'est un truc pragmatique, c'est que... En général, quand tu dis c'est de la survenance, c'est parce que tu n'as pas envie de dire que c'est de la réductibilité. Je veux dire, parce que si tu es réductiviste, tu ne vas pas t'embêter à juste dire c'est de la survenance, tu vas à fond. Mais dans la définition telle qu'on définit ici la survenance, si tu as réductibilité, tu as survenance. Parce que, je pense que c'est assez évident pourquoi. Mais effectivement, quand quelqu'un dit qu'il est survenantiste ou quelque chose comme ça, c'est pour indiquer qu'il n'est pas réductionniste. Mais en général, le signe qui est clair, c'est que si quelqu'un dit qu'il rejette la survenance, tu sais qu'il n'est pas du tout réductionniste. Parce que, en général, quelqu'un qui rejette la survenance, c'est quelqu'un qui est dualiste cartésien ou quelque chose du genre. Donc c'est assez violent. Donc voilà, ces théories, elles introduisent un nouveau type de causalité. Selon eux, une substance peut être une cause, sans que cette causalité puisse être réduite en une causalité en termes d'événements. Donc voilà, par exemple, un extrait de présentation, un auteur qui présente ce qu'est l'agent causal libertarianism. Voilà, si nous disons des choses comme Georges a librement allumé le bouton de la lumière. En fait, personne ne dit ça, mais c'est pas grave. Mais on pourrait le dire. Et les libertariens qui sont des event causal, ils vont dire, voilà, ces phrases, elles ont un sens, mais en fait, elles sont un résumé. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on dit qu'il y a certains états mentaux de Georges, ou certains états de Georges en général, qui l'ont amené, qui ont causé le fait qu'il prenne la décision d'allumer la lumière. Mais quand on est un vrai agent causationniste, c'est Georges qui a causé, la décision d'allumer la lumière, et c'est pas réductible au fait que des choses dans Georges ont entraîné la prise de décision de Georges. C'est vraiment Georges, oui. Pardon, mais en fait, j'essaie de... Parce que ça ressemble quand même assez à ce qu'on dit, c'est vrai, par exemple, si on regarde un peu... ce que, le genre de choses que peut dire John Searle, par exemple, c'est le cerveau cause, brain causes mind, et minds are properties of brain, et il parle de causalité, et c'est juste une position temporaire, et j'ai l'impression que c'est des raisonnements du même genre, sauf que ça assume pas le côté... Alors c'est pas forcément dualiste.
bizarrement, ça comme théorie. Non, mais je ne Ouais. pense pas que c'est dualiste. Alors, je n'ai pas trouve compris. juste que je comprends pas. J'ai l'impression qu'il a. Peut-être que Georges, c'est une propriété de ces choses. Mais. Une propriété de quelle chose? C'est plutôt ces choses-là qui sont une propriété de Georges, non? Non, je dirais justement, c'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'en fait, il y a ces événements, ces états mentaux et tout Mhm. ça. Ils ont la propriété d'être de Georges. Il faudrait mettre un petit G Voilà, pour c'est ça indiquer que- c'est que ceux de Georges. Et Georges émerge, enfin, survient là-dessus. Ouais, non, mais justement, là, le but, c'est que c'est pas ça, Mais j'ai justement. compris que c'était pas ça, mais du coup, comment est-ce que ça peut pas être ça alors que tous les ingrédients de ça sont réunis? C'est pour ça que ça me. Parce qu'il faut quelque chose en plus. C'est l'ingrédient supplémentaire. Alors, on va le dire clairement. Hein. Alors, maintenant, il y a un peu de l'eau dans le vin, mais si on prend les premiers agent causationnistes, le modèle de l'action, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu, il a créé le monde. Il a décidé maintenant de le créer. Il aurait pu le créer à n'importe quel moment. D'ailleurs, il aurait décidé de pas. Il aurait pu ne pas le créer. Il n'a pas été causé à créer le monde par telle raison ou tel machin ou tel truc. Il a juste créé et puis c'est lui. Hein. Et il faut considérer un peu l'action humaine sur le même modèle. Je ne sais pas si ça aide un petit peu. Après, faut expliquer aux non-philosophes que les pétitions de principe, c'est mal. C'est dur. Pas une pétition de principe. On a introduit une nouvelle entité parce que ça explique plein de trucs. Oui. Faut Attends. juste qu'il y ait une partie de Georges à côté de ses croyances et désirs et pas que ce soit. Enfin voilà, pas faire Ouais, l'impasse, Non, on va pas faire l'impasse, hein, je vais y revenir. Mais après, l'idée, c'est est-ce qu'on peut vraiment éviter de faire l'impasse? Hein, parce que un des arguments, c'est que finalement, est-ce qu'on n'arrive pas toujours à une pente glissante ou finalement on arrive à un truc qui fait l'impasse? Mais je vais y revenir. Il y avait une question? Ouais, non, c'était juste pour. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais pour essayer de défendre un petit peu ce type de vue, c'est que. Elle bénéficie quand même d'un assez grand soutien phénoménal, on pourrait dire. Parce que quand on fait une action. Mhm. Quand Bob, je sais pas, décide de faire du skate, il n'a pas l'impression que c'est Ouais. des événements et des états de son cerveau qui le font, il a l'impression que c'est lui-même qui décide. Je pense qu'il y a quand même. Ça pourrait être un argument. Après, moi, la raison pour laquelle j'achète pas cet argument, c'est que je pense que ça ne découle pas des théories précédentes, que la phénoménologie ne devrait pas ressembler à ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'en fait, bon, alors ça, je vais y revenir ensuite, mais je pense qu'en fait, un des grands problèmes de toute cette littérature en psychologie, c'est qu'on s'amuse avec des petits modèles comme ça, mais en fait, en vrai, personne suppose que les désirs, c'est des trucs qui flottent dans ta tête et qui vont causer tes décisions, et toi, tu es une sorte de chose qui contient ces désirs, mais tu ne prends pas part à cette opération, tu vois. Mais je pense que vraiment, quand on représente les choses de cette manière, ça représente les choses un peu de cette façon-là, et puis on a l'impression de dire, bon, bah, du coup, ça veut dire que nous-mêmes, on est absent à toute étape de la décision. Et alors, il y a des gens qui pensent que du coup, c'est vraiment une implication de la théorie. Moi, je pense que c'est plus une implication du fait qu'on présente toujours ça comme ça, en disant c'est les désirs et les raisons de machin qui causent sa décision. Mais je veux dire, c'est bon, les désirs et les raisons, ils n'existent pas indépendamment de l'activité mentale du sujet, quoi. En fait, il faudrait plutôt dire que c'est le fait que le sujet ait telle croyance et le fait que le sujet ait tel désir qui emmène le sujet à faire telle action. Et ça, ce serait aussi on pourrait aussi le dire dans un contexte, je pense, dans un contexte déterministe. Mais il y a des gens qui défendent effectivement l'idée que ce serait quand même déjà trop passif par rapport à ce que nous on ressent phénoménologiquement par rapport à la phénoménologie de l'action libre. Terry Organ, il me semble, parle de ça et dans un article, l'action qu'il prend en exemple, c'est celle de lever la main. Toujours. Et il dit, genre, enfin, là où je suis assez d'accord avec lui, c'est que d'un point de vue phénoménologique, on a quand même l'impression que c'est. Enfin, Mhm. ouais, c'est pas nos décisions, C'est des démonstrations, pas nos désirs, ou- c'est pas nos croyances, c'est vraiment moi qui. Ouais. Enfin, c'est moi en tant que je, un peu irréductible, décide Ouais. de lever la main. Bah, il y a une phrase d'Étienne Klein que j'aime beaucoup dans une interview à la RTS qui s'appelle, je crois, Opinion versus vérité scientifique. Et il dit par rapport, je crois que je l'avais même placé dans une question que vous avez envoyée, que par rapport aux intuitions, bon nombre de découvertes physiques, scientifiques sont venues contredire nos intuitions. Et du Mhm. coup, ok, phénoménologiquement il y a ça, mais est-ce que c'est vraiment un argument? Est-ce qu'on ne peut pas tout autant, si ce n'est plus, se tromper avec une approche phénoménologique qu'une intuition Alors, Bien sûr. moi je prendrais une voie intermédiaire quand même, qui est que ta théorie, ta théorie ne doit pas forcément correspondre à la phénoménologie. Par exemple, si on a l'impression de voir tout le champ visuel, mais on sait qu'il y a des points morts qui sont reconstruits par le cerveau, tout ce que tu veux. Mais par contre, il faut que ta théorie finisse par expliquer pourquoi on a cette phénoménologie-là, quoi. Tu vois, il faut quand même que la théorie finale puisse rendre compte de... Parce que tu vois, quand on parle d'intuition, c'est...
genre, la phénoménologie, c'est pas juste une intuition, c'est aussi une donnée du problème, quoi. Donc il faut quand même que... Et puis, aussi, Pardon. il faudrait pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait douter de cette phénoménologie-là, alors que, je sais pas, par exemple, ma croyance que cette bouteille doit poser de elle est quand même justifiée par ma phénoménologie. Et du coup, tu devrais expliquer est-ce que dans ce cas-là, ma phénoménologie justifie cette croyance, et dans le cas de la phénoménologie de... Voilà, enfin, on a l'impression d'être soi-même la source d'une action. Dans ce cas-là, elle ne serait pas... Bah, on a l'impression que la Correct. Terre tourne pas et pourtant elle tourne. Oui. Alors ça, c'est... Alors j'arrive, je vous laisse la parole dans 5 secondes. Ça, c'est un truc assez intéressant, parce qu'il y a quand même une question, je ne sais plus qui c'est qui a posé cette question, je crois que c'est pas un truc de Wittgenstein, qui dit, voilà, quelque chose comme, on dit que les gens, on dit que tout se passe comme si la Terre ne tournait pas, mais à quoi ça ressemblerait si elle tournerait? Bah, Parce que tu vois, là, c'est pas pareil, t'as pas vraiment une phénoménologie que la Terre tourne pas, t'as une certaine phénoménologie, et c'est ton interprétation que la meilleure explication pour cette phénoménologie, c'est que la Terre tourne pas. Parce que t'as pas de phénoménologie de la Terre, précisément, tu as la phénoménologie du monde autour de toi. Oui. on a la phénoménologie de la stabilité, du non-mouvement. On n'est pas Oui, oui, oui. cramponné. Mais tu vois, c'est un très bon exemple, je trouve, parce que tu vois, là parce que c'est un peu ça l'objection que je ferais à ce genre de défense. C'est l'idée que tu penses que ta phénoménologie prouve que la Terre n'existe pas, parce que tu as la fausse idée que ce à quoi devrait ressembler la phénoménologie si la Terre bougeait, c'est qu'on serait wouh, alors qu'en fait c'est faux. Hein. On sait que la phénoménologie qu'on aurait si la Terre bougeait, bah c'est celle-là, quoi. Du coup, là, je pense qu'il y a des assumptions qui sont faites sur à quoi ressemblerait notre phénoménologie si on était déterminé, quoi. Qui serait, on se sentirait ballotté ou je sais pas quoi. Et là, tu vois, je suis pas forcément d'accord. Et du coup, il y avait... Oui, en fait, je voulais juste dire, on a tendance, quand on veut argumenter avec des arguments phénoménologiques, même si on part du principe que vous avez évoqué, on prend quand même toujours des phénoménologies normales. Ouais. Et en fait, il y a un philosophe bossé dans le nom Michel, que j'ai oublié, mais en fait, lui, c'est donc très informatif, je suis assez d'accord, c'est la phénoménologie des agents qui ont par exemple des psychopathologies un peu lourdes. Et donc ce côté, c'est moi qui lève la main, bah, il peut être, même c'est moi qui pense, même un truc aussi fondamental que c'est moi qui pense, et ben il y a des gens qui racontent des choses comme c'est machin qui pense dans ma tête, et ils ont vraiment cette phénoménologie-là, et donc pour nous c'est presque inaccessible, mais je veux dire, ça n'a rien de très... on s'appuie sur ce truc comme si c'était vraiment on était vraiment très très près de l'articulation un peu naturaliste, et en fait, je sais pas, moi, je suis même pas si près que ça, quoi. Ouais, ça aussi, enfin, en plus, la description de la phénoménologie, c'est assez périlleux. Hein. Moi, je me rappelle d'une séance comme ça de lecture Thumos, où c'est un article de Galen Strawson où il décrit la phénoménologie mentale. Il a un peu cette phénoménologie où il n'a pas l'impression que c'est lui qui dirige ses idées, que les idées viennent dans sa tête toujours. Et puis il y a des gens autour de la table qui étaient là complètement en mode bah non, moi j'ai toujours l'impression que c'est moi qui suis en charge de mes idées qui progressent. Puis moi j'étais là, non, mais moi j'ai vraiment ma phénoménologie, c'est les trucs passent quoi. Ouais. Je suis un théâtre humien entièrement, mais c'est assez intéressant. Il y a une question là. Du coup, ma question c'était est-ce que du coup, enfin, par rapport à la phénoménologie et le cas de la Terre et du mouvement, est-ce que c'est pas aussi une preuve que souvent on fait des enfin, du coup les assumptions phénoménologiques elles sont mal dirigées. Dans le sens que, comme on dit, c'est pas nécessairement la phénoménologie du fait que la Terre tourne pas, mais la phénoménologie de la gravité. Et du coup, c'est juste qu'en fait, parfois on fait des assumptions un peu très. Enfin, on calibre nos assumptions selon des biais et des préconceptions qu'on a. Ouais, moi, ce que je disais, c'est que souvent les arguments, ils ne reposent pas uniquement sur ce qu'est ta phénoménologie, elles reposent aussi sur l'idée que ta phénoménologie devrait être autrement si le monde était autrement, quoi. Et ça, c'est là que ça devient plus difficile à justifier, quoi. Par exemple, ouais. Ouais, mais l'idée c'est que le biais, c'est que si on pense que bah, du coup, on est dans un monde non déterminé, on se dirait bah, dans Voilà. un monde déterminé, Ce serait différent. Ce serait forcément différent, alors que bah, comme pour le cas de la Terre, on se dit bah, ça se trouve c'est là on est déterminé et puis ce serait différemment si on n'était pas. Voilà, oui. Donc oui, il y a tout un tas de suppositions dans ces arguments qui vont au-delà de la phénoménologie pour moi. Oui. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quand même, il me semble qu'on peut avoir des phénoménologies de certains événements qui sont déterminés. Par exemple, quand on joue au billard, il me semble que c'est une phénoménologie qui est différente
lorsqu'on est en train de jouer au billard de celle qu'on a quand on est en train de délibérer, par exemple. On n'a pas l'impression qu'il y a des... Vous délibérez pas quand vous jouez au billard? Non, je plaisante, j'arrête. Non, mais c'est juste pour dire que... Oui, non, mais il y a des cas assez simples, mais c'est des cas où on a fait l'expérience des deux, donc on sait que c'est différent. Ouais. Là, c'est des arguments qui reposent sur si le monde était fondamentalement différent de ce qu'on pense qu'il est, donc des expériences qu'on n'a pas encore eues, l'expérience devrait ressembler à ça, quoi. C'est-à-dire, si le monde était déterministe, alors notre phénoménologie ne devrait pas être comme ça. Et ça, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas fait l'expérience d'un monde déterministe, en supposant que, si on part du présupposé que le monde n'est pas déjà déterministe, quoi. Et voilà, c'est ça qui est un peu, c'est ce saut-là qui est un peu difficile à justifier, quoi. On est quand même en train de spéculer sur une phénoménologie dont on n'a jamais fait l'expérience. Tandis que dans l'exemple du billard, bon, moi j'ai jamais joué au billard, mais je vais quand même spéculer, je vois à peu près à quoi ça pourrait ressembler quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on avait une phénoménologie, je veux dire, si notre phénoménologie correspondait au déterminisme du monde, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ressemble un peu plus à celle du billard qu'à celle qu'on a quand on délibère. alors pourquoi parce que je suis pas bien sûr de voir, parce que quand je... On dissocie. C'est parce que la phénoménologie du billard, elle est assez libre en général. Ou alors là, vous confondez avec la phénoménologie de la boule de billard, mais là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais J'ai pas de phénoménologie de ce que c'est être une boule de billard. Je suis pas non plus un spécialiste du billard, mais je pense à cet exemple-là. Quand on voit le mouvement des différents corps qui sont sur la table, on sait que c'est pas possible, que ça se passe autrement que... Tu veux dire qu'il y a une anticipation? Tu as une anticipation, Ouais. tu sais pas comment ça va se passer, mais tu sais que c'est réversible en quelque sorte. Quand tu... T'as pas ce type de phénoménologie quand tu prends une décision. Je dirais. Mais avant, j'ai l'impression que ça rappelle. Oui, mais là, tu... Je sais pas si c'est... Là, j'ai l'impression qu'on parle, on est en train de comparer des perspectives très différentes, qui est la première personne et la troisième personne. Il faudrait comparer ta phénoménologie devant une boule de billard à ta phénoménologie devant je sais pas, une personne, quoi. Tu te dis... Voilà, par exemple, on pourrait reprendre exactement la même chose. On pourrait dire, voilà, au lieu de... Tu as la phénoménologie, une fois que la queue a tapé la boule et tu regardes comment... Et là, tu as l'anticipation qui va se taper, mais tu peux aussi avoir la phénoménologie de ce que ça fait de regarder le mec prendre la décision. Et est-ce que ce serait fondamentalement différent? Ouais, j'essaie pas forcément de défendre le... Non, mais c'est intéressant, mais j'essaie pas non plus fatalement de le descendre, hein, mais j'essaie de dire que... Il y avait une question là-bas ou j'aurais pu à savoir? Ah oui, c'est juste, je voulais... Ouais. Ma dernière remarque, c'était la question des couleurs. Mm-hmm. Il me semble qu'on pourrait faire un parallèle un peu entre cette phénoménologie de la liberté et puis celle des couleurs qui n'existent pas en fait, physiquement. Alors ça, il y a des débats là-dessus. Hein. Il y a quelques réductionnistes. Il y a des gens en philosophie d'esprit qui défendent l'idée que les couleurs existent. Et en plus, il y a des bons arguments pour dire que les couleurs existent, parce que vous n'avez pas envie de dire que les choses changent de couleur quand vous êtes dans le noir. Hein, si j'éteins la lumière, je sais pas, le truc là, il sera noir, c'est pas un bon exemple. Le sac sera toujours vert en fait. Donc. Oui, mais il n'y a pas de propriété microscopique. Enfin, je sais pas, si, il y a une propriété qui serait celle de renvoyer tel rayon, etc. Et c'est ça qu'on appellerait vert, selon les gens qui défendent cette position, quoi. Il faudrait distinguer la sensation des propriétés physiques. Et en fait, l'idée, c'est que le concept de couleur serait quelque part ambigu. De temps en temps, ça serait l'un et de temps en temps désignerait l'autre. Et donc, les couleurs existeraient en un certain sens. Alors, moi, j'ai aucun problème à dire que les couleurs existent. Ne n'existent pas, je veux dire. Mais... Du coup, on pourrait justement utiliser ce parallèle pour dire qu'il y a, en un certain sens, la liberté existe. Alors, de la même manière que physiquement... C'est marrant parce que... Ah ben, il est parti, voilà. Mais dans une étude qu'on a fait où il fallait demander aux gens de justifier si on pouvait punir, si quelqu'un méritait du blâme dans un univers déterministe, on a quand même eu 4-5 réponses de gens qui disaient oui, en vrai ça n'existe pas, mais tout se passe comme si ça existait, on a l'impression que ça existe, donc le type est responsable moralement. Mais on a quand même l'impression de dire que c'est un peu bizarre de dire que on pourrait prendre des décisions sur la vie des gens et les juger moralement responsables sur la base d'un truc qui est juste une illusion, quoi. Mais par exemple, le rouge, j'ai l'impression que c'est plus qu'une simple illusion. Oui, ce ne serait pas une simple illusion. Mais là l'idée, ce serait que... On pourrait dire qu'il y a deux contenus phénoménologiques en quelque sorte. L'idée voudrait dire que les gens sont libres quand ils sont tels que leur action sera perçue comme libre par la plupart des gens, quoi.
Alors déjà, On peut dire que c'est des faits construits. ouais, mais le truc, ouais. Même les couleurs, je veux dire, c'est très construit Je sais pas si je socialement. dis cette trousse est noire, et en un certain sens, c'est quand même une proposition vraie. Oh, moi je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais, Mais plus la que question, c'est simplement ça, parce que la c'est question, c'est est-ce qu'on peut opérer le même traitement pour la responsabilité morale? Ça ressemblerait oui, à quoi c'est comme pas- théorie? Parce qu'en général, les gens qui vont défendre cette théorie, ce qu'ils vont dire, c'est quand je dis cette trousse est noire, et c'est vrai, aucun problème, c'est parce que cette trousse a des propriétés qui sont telles que, en étant observée par la plupart des gens dans des bonnes conditions d'ensoleillement et ce que vous voulez, ça donnera la sensation noire, quoi. Du coup, ce serait quoi l'équivalent pour la liberté, quoi? Ce serait cet homme est libre parce que son action a une des propriétés telles que si elle est observée par la plupart des gens dans le bon contexte, les gens vont ressentir l'envie de le blâmer. Ouais. Ça, c'est une théorie, Ouais. ça, c'est une théorie humienne. C'est la théorie d'Hume, hein, en fait, techniquement. C'est à peu près ça. Pour lui, la morale, c'est ça. Pour lui, les propriétés morales existent, mais dans ce sens-là, quoi. Et on peut juger que c'est satisfaisant, mais en général, beaucoup de gens ne sont pas super satisfaits. Mais c'est une théorie tout à fait possible. Mais c'est vrai, il n'y a pas énormément de gens qui défendent ça dans la littérature contemporaine. Bizarrement. On parlait de vous. Donc voilà, ça c'est pour toutes les objections qu'on peut faire. Ah non, j'en étais passé, oui, à l'agent causal libertarianism. Donc j'avais juste posé les toutes petites bases de cette théorie avant d'entrer dans le détail, qui est que pour les agents causal libertarianistes, c'est l'agent qui cause la décision, qui cause l'action. Alors, il y a deux versions de cette théorie, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ça ne sera pas nécessaire pour la suite. Il y en a pour lesquels c'est l'agent, on peut dire on peut dire qu'il cause la décision. J'aurais dû mettre décision ici. C'est l'agent qui cause la décision. Et là, je vais vraiment tout foirer, je crois. Non, c'est l'agent qui cause l'action, et l'autre où l'agent va dire qu'il va causer les résultats de l'action et de la décision, mais l'action et la décision, ce sont le processus par lesquels il les cause. Ce n'est pas quelque chose de différent. Il n'y a pas un processus antérieur à l'action et à la décision. Il y a tout un processus qui inclut décision puis action. En tout cas, ce qui compte, c'est que la cause ultime de l'action, ça soit l'agent qui, dans la plupart des théories de alors il y a plein de variations, mais on va dire dans le modèle prototypique, l'agent lui-même n'est pas causé par autre chose. C'est l'agent qui est la cause, et la chaîne causale remonte pas plus loin. Oui? L'agent, c'est quoi? C'est le cerveau? C'est vous. Ça inclut maman? Ça inclut les autres? Non, c'est pas ça. C'est vous. Non, ben c'est vous. C'est vous quand vous dites je. Est-ce que quand vous dites je, vous désignez votre cerveau, votre main? Non, vous désignez vous. Voilà. C'est ce sujet-là qui compte. C'est comme quand vous dites je respire, c'est pas vos poumons, c'est vous. Quand vous dites vous courez, c'est quand je dis je cours, c'est pas mes jambes, c'est moi. Oui. Et du coup, les phrases et désirs font partie de ce processus du jeu. Alors non. Je vais y arriver. L'idée, c'est que, bien sûr, il ne faut pas que l'agent, ça soit un truc qui agisse au hasard. J'ai posé un agent, puis de temps en temps, il fait un truc. Ça, ce ne serait pas super top, ce ne serait pas du contrôle, ce ne serait pas de la liberté, ce ne serait pas de la responsabilité morale. Donc l'agent, il agit en fonction des désirs et des croyances, donc en fonction de ses raisons. Il prend la décision, il entame le processus qui amène à l'action, sur la base de ses raisons, donc entre ses désirs et des croyances. Mais les désirs et les croyances ne causent pas l'agent à agir de cette manière. Il faut vraiment voir, l'agent contemple ses désirs et ses croyances, et sur la base de ses désirs et des croyances, il entame le processus qui va causer ça. Alors il y a plusieurs subtilités. Il y a des théories dans lesquelles les désirs et les croyances causent en partie l'action, mais il faut que l'agent vienne rajouter un truc, comme c'était dit tout à l'heure, aux désirs et aux croyances pour que ça amène une action. Et il y a des théories vraiment non causales où les désirs et les croyances ne sont pas des causes, ce sont des propriétés de l'agent qui vont expliquer pourquoi il prend cette décision, mais qui ne causent pas cette décision. Voilà, des questions, oui. Juste une petite question par rapport au. Quand on dit events causal, Ouais. le events, du coup, il se réfère plutôt aux états mentaux ou Ouais, c'est aux événements, parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'il se produise quelque chose à un moment, un changement à un moment pour qu'il se passe quelque chose. Donc il faut qu'il y ait... événement, ça décrit tout état des choses à un moment donné. À ce moment donné, il a le désir de faire ça. À ce moment... Voilà, event, c'est vraiment... en philosophie, c'est... en fait, toute chose qui arrive à un moment donné avec des coordonnées temporelles, quoi. Donc,
Voilà, si j'ai mal à la dent à tel moment, c'est un événement. Oui, c'est vrai que par rapport à l'usage ordinaire d'événement, ça fait un peu bizarre. Aussi menu, Grand événement, j'ai mal à la dent. Oui, mais comment? aussi menu soit-elle, je veux dire. Ah oui, tout ce qui arrive, en événement, c'est quelque chose qui arrive. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple on est matérialiste, Ouais. et entre le moment où quelque chose arrive dans le cerveau et le moment où l'état mental arrive, ça va être un événement. Bah, le fait que Causalité qui est dans le temps, donc on parle plus du tout de. le fait que l'état mental arrive à tel moment, c'est un événement. Oui, je vais compris, mais en fait c'est presque une causalité. C'est quelque chose causal alors que c'est quelque chose qu'on. En gros, l'idée, c'est l'état du monde à un moment donné qui va causer l'état du monde à un moment donné. C'est ça. C'est une conception de la causalité qui est assez courante depuis le XVIIe siècle, en fait. Parce que la plupart des règles de la physique, en fait, prennent des coordonnées spatio-temporelles d'un événement. Ils ne prennent pas c'est pas le fait qu'il y ait un objet qui compte, c'est le fait qu'il y ait un objet à ce moment-là, avec ces propriétés-là, qui va expliquer la suite. L'objet en lui-même n'explique rien. Il faut vraiment prendre le contexte temporel à un moment donné. Oui. Mais pour reprendre le schéma, comment les désirs et les croyances peuvent ne pas être dans l'agent? Ce sont des propriétés de l'agent. Ouais, mais Dans l'agent, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas un truc spatial, mais propriété de l'agent. parce qu'on aurait pu représenter un grand rond agent avec désir, croyance et un petit rond agentivité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors il ne voudrait pas faire ça. Parce que l'idée, c'est que l'agent n'est pas... ça, c'est un peu la question de savoir, est-ce que le pied, c'est une partie de l'agent ou je sais pas quoi. C'est un peu compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que l'agent a des désirs et des croyances, mais il n'y a pas de métaphore spatiale où c'est une partie de l'agent. Vous voyez, c'est un peu différent. Je ne sais pas si vous voulez... je sais pas, c'est pas comme si je dis, vous avez une taille de tant de mètres. Ça a un sens de vous dire, vous avez un poids de tant de ça. Et après, on ne va pas se poser la question de savoir où dans moi est situé mon poids et ma taille, quoi. Vous voyez, c'est une partie de moi. C'est beaucoup de parties de moi qui expliquent mon poids, mais le poids n'est pas une partie de moi, c'est une propriété de l'individu. Il faut vraiment essayer de le penser à un point super abstrait, quoi. On peut attribuer des raisons, des désirs, des croyances à un individu, mais il n'y a pas une conception méréologique, quoi. Mais du coup, si on dit ça, il faudrait aussi dire que la propriété fondamentale de l'agent, son agentivité, c'est une propriété comme les désirs et les croyances. C'est une propriété essentielle de l'agent, c'est le fait qu'il soit un agent. C'est un peu sa définition. Parce qu'il faudrait arriver... Parce que vous considérez ça comme une sorte de pouvoir qu'il faudrait attribuer à l'agent. Il Oui. faudrait arriver à distinguer le fait d'être un agent et d'avoir la propriété qui fait qu'on est un agent, qui est une propriété parallèle au fait d'avoir des... La capacité à déclencher ce genre de processus. Ouais. Oui, du coup, l'idée, c'est que vous avez cette propriété par définition parce que vous êtes un agent. Sinon, vous ne seriez pas un agent. Vous ne seriez qu'une chose parmi les choses du monde, mais nous sommes des agents, donc nous avons ce pouvoir en tant qu'agents. Et c'est ce pouvoir-là qui est utilisé dans le déclenchement des... Mais l'idée, je vois quel est le problème dans ce que vous posez, mais vraiment, c'est des théories qui vont refuser un peu cette idée que les croyances, c'est une partie de moi, ou c'est quelque chose en dehors de moi, qui essaye de vraiment rester en disant, voilà, on attribue des croyances au sujet. Puis en fait, ça n'a pas de sens de se poser la question, est-ce que les croyances, c'est quelque chose en dehors du sujet ou au-delà du sujet? C'est les croyances du sujet, c'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait un sujet, il a des croyances, mais les croyances ne sont pas non plus le sujet de lui-même, de la même façon que vous n'êtes pas votre poids ou votre masse, quoi. Mais vous avez quand même une masse et un poids. Est-ce qu'ils vont jusqu'à dire qu'elle ne le constitue pas du tout? Non, je ne pense pas que... Je pense pas que ce soit des questions qui aient un sens dans la façon dont ils formulent leur théorie. C'est pour ça que c'est ça que j'essaie d'arriver avec l'exemple de la masse et du poids. C'est l'idée que j'ai des croyances et des désirs, c'est les miens, mais dire que ça constitue ou que ça ne constitue pas le sujet, c'est... peut-être qu'en fait, c'est juste une métaphore spatiale qu'il faut pas trop creuser, quoi. Oui. L'idée, c'est que si quelque chose nous constitue, elle ne cause pas, elle n'a pas de propriété causale sur nous. Alors là, l'idée, c'est que l'agent agit en fonction de ses désirs et des croyances, il les pèse avant d'agir, mais que les désirs et les croyances ne sont pas la source causale, ou en tout cas pas la seule source causale de l'action, selon les modèles. Qu'il y a une part de la causalité qui est assumée par l'agent directement. Mais même avec ça, s'il y a une pondération avant,
Enfin, je veux dire, ouais, il y a de la causalité, on est causé par nos désirs et nos croyances, parce que malgré le fait qu'on... Alors je vais y venir dans les objections. Ça, vraiment, l'idée, c'est qu'en fait, je pense que l'idée, c'est que, curieusement, il faut comprendre un peu ce système-là comme un énorme schéma métaphysique qui cherche à coller le plus à l'expérience la plus simple possible de la façon dont on décrirait les actions dans la vie de tous les jours. On dit, pourquoi est-ce qu'il a agi ? Ben, machin, il a fait ça, parce qu'il croyait ça et qu'il voulait ça. Et le parce que n'implique pas que ce soit les désirs qui le croient, le parce que implique que c'est l'agent qui a causé l'action en raison, parce qu'il a pris en considération ces raisons-là. Et c'est l'agent qui fait l'action sur la base de ces raisons-là, si vous voulez. Hein, c'est de la même façon, je sais pas, il faudrait voir ça comme je sais pas, un gouvernant qui prend la décision et qui a écouté un peu ses cabinets de conseil avant, mais c'est lui qui prend la décision. Hein, les cabinets de conseil en eux-mêmes ne prennent pas la décision, ils sont impotents, ils sont là à côté, ils disent « ouais, fais ça, fais ça, fais ça ». Mais ça doit être le gouvernant qui prend la décision, quoi. Alors, quels sont les avantages de ces théories ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait les accepter déjà ? Eh ben, la première, c'est déjà que ça élimine le déterminisme. Alors techniquement, vous pourriez imaginer des théories de la causalité agentive qui sont déterministes. Hein. Je crois qu'il y a une théorie comme ça qui existe. Vous pourriez dire qu'il y a une causalité agentive, mais que cette causalité est elle-même déterminée par ce qui est arrivé à l'agent dans le passé, etc. Donc c'est pas nécessairement non déterministe, mais la plupart du temps, c'est des théories indéterministes qui vous disent, voilà, l'agent démarre la chaîne causale, et donc, voilà, on évite le déterminisme, puisque la chaîne causale s'arrête là. Hein. C'est même pas comme... Dans l'event causal libertarianism, il y avait toujours cette chaîne infinie qui continuait, elle était juste indéterministe, mais là, c'est non. Ça commence là. Hein. Alors bien sûr, il y a des chaînes causales qui font en sorte, qui expliquent pourquoi l'agent a telle croyance et pourquoi il a tel désir. Donc il y a des chaînes causales qui expliquent la situation de décision dans laquelle l'agent décide, mais la décision elle-même vient purement de l'agent. Voilà. En termes existentialistes, on dirait que ça c'est la situation, mais ça c'est la situation ne détermine pas. La situation a une origine causale, et la situation contraint d'une certaine façon la décision. Hein. Vous ne pouvez pas décider de vous enfuir par la fenêtre en volant parce que vous êtes humain, mais c'est quand même vous qui faites la décision finale. Donc voilà, vous avez échappé à la menace du déterminisme. Et le deuxième avantage, selon les gens qui défendent cette théorie, c'est que ça évite le hasard. Hein. Ça, c'est pas indéterministe, ça, d'une certaine façon. Ce qui va être indéterministe, c'est si l'agent décide d'initier le processus, d'accord ? Mais une fois qu'il a initié le processus, lui, détermine l'action. Oui ? C'est pas une question de principe. Je vois pas où est l'argument pour dire que l'agent n'est pas déterminé. Ah ben c'est non, là on part du modèle. C'est à quoi ça ressemblerait un modèle d'action libre ? Il faudrait que ça ressemble à ça, si c'est possible. Là, l'idée, c'est déjà d'avoir un modèle cohérent de ce que pourrait être une action libre qui satisfait les desiderata de l'incompatibiliste. Parce qu'une objection qu'on peut faire à l'incompatibiliste, c'est mignon, mais en fait, il n'y a rien qui correspond à ce que tu appelles liberté. Enfin, rien de possible. Donc là, l'idée, c'est bon. Mais si, regardez, si on suppose que l'agent, en tant que substance, est la cause de ses actions, qu'il est une cause imposée, et qu'il cause quand même de façon déterminée ce qu'il veut causer, on échappe à la fois au déterminisme et au hasard. Ça fait, voilà. Au moins, alors on va me dire, ça répond à l'énoncé du problème en recopiant l'énoncé du problème d'une certaine façon. Hein, c'est vous voulez une théorie dans laquelle il n'y a pas de déterminisme et dans laquelle l'agent ne cause pas sa décision par chance. Eh bien, regardez, j'ai une théorie dans laquelle l'agent n'est pas déterminé et il cause l'action et ça n'est pas quelque chose qui est causé qui inclut de la chance. Mais oui, du coup, effectivement, ça satisfait les données du problème. La troisième théorie, le troisième avantage qui peut attirer les gens, c'est aussi, et je pense que c'est vraiment une des raisons majeures pour lesquelles les gens sont attirés vers ça, c'est que l'agent joue un rôle d'irréductible. Hein. Tout à l'heure, on avait vu l'idée que un des problèmes des autres théories, c'est que l'agent n'est pas là, hein, finalement. Ce sur quoi j'ai un peu assisté dans les cours précédents, c'est que ça paraît quand même une intuition assez forte qu'on veut que l'agent soit la source de son action. Et là, au moins, l'intuition, elle est là, quoi, hein. L'agent est la source de son action. Il n'y a aucun doute sur la question, je pense. Hein, c'est écrit en gros, c'est l'agent qui est la source de l'action. C'est même la base de la théorie. Vous voyez que ça fait quand même plein de choses fantastiques. Ça résout quand même beaucoup de difficultés. Alors il y a d'autres avantages aussi, selon d'où vous venez, hein, c'est qu'aussi la théorie présente aussi certains avantages théologiques. C'est qu'en général, une fois que vous avez cette théorie, vous pouvez expliquer l'agentivité divine assez clairement.
Hein, donc si vous, en plus de la liberté, vous cherchez à prouver l'existence de Dieu, ça fait double usage. Hein. Parce qu'il y a certains arguments en faveur de l'existence de Dieu qui ne fonctionnent que si la causalité agentive existe. Alors ce serait quand même dommage que ça n'existe pas, quoi. Donc tant qu'à supposer que la causalité agentive existe pour prouver Dieu, bah, pourquoi pas la foutre dans le libre arbitre aussi, si ça résout aussi la question. Non mais du coup ça fait une sorte de cohérence. Si vous avez un truc bizarre mais qui arrive à résoudre plein de problèmes, c'est autant d'arguments pour cette chose-là. Maintenant on peut aussi faire des objections, à cette théorie. Alors une objection classique, c'est le problème justement de la temporalité. Hein. C'est-à-dire que dans un modèle où c'est des événements qui causent des actions, vous pouvez toujours expliquer pourquoi c'est à tel moment que s'est produit le résultat de l'action. Hein. Bah, pourquoi il agit à ce moment-là? Bah, parce que les désirs et les croyances sont opérés à ce moment-là. Là, le problème, c'est que l'agent, c'est pas un événement. Hein, c'est une substance, c'est-à-dire c'est quelque chose qui traîne à travers le temps. Du coup, si c'est l'agent la cause de l'action, et que l'agent, il est là depuis un moment, pourquoi ça arrivait à ce moment-là, la décision, et pas plus tôt? Hein, puisque la cause est toujours là. Pourquoi d'un coup, l'agent comme cause se met à agir de cette façon? Hein, vous voyez, il y a un peu cette question du genre, on peut peut-être expliquer pourquoi il prend cette décision, mais pourquoi il la prend maintenant plutôt qu'avant, ça paraît quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce que l'agent, c'est une cause qui n'a pas de notion temporelle. Hein, quand on décrit l'agent, on décrit une chose et pas un événement. Alors bon, il y a des réponses à ça, c'est de dire, bon, mais en fait, oui, c'est l'agent qui cause l'action, mais ça va dépendre de ses propriétés à tel ou tel moment. Hein, par exemple, s'il a tel désir ou telle croyance à tel moment. Hein, voilà, mais c'est pas un parce que qui est causal. Hein. C'est explicatif. C'est pas pareil. Ah, arrêtez. Mais bon. Une autre objection qu'on peut faire, qui est celle de Lévy d'ailleurs, j'y reviendrai plus en détail peut-être, c'est du coup, mais est-ce qu'on peut vraiment expliquer l'action à partir des raisons? Parce que du coup, on a une sorte de dilemme, c'est l'agent a ses désirs et ses croyances, et il va causer l'action sur la base de ses désirs et de ses croyances, mais on veut que cette causalité soit pas déterminée, et on veut que ça soit pas quelque chose de déterminisme. Hein, l'idée, c'est qu'on est dans un modèle indéterministe. Donc, si on rejoue l'action un certain nombre de fois, l'agent ne fera pas toujours la même décision. Vous voyez? Hein, parce que comme l'agent n'est pas causé par quelque chose qui précède, il est libre, donc il agit différemment selon les conditions. Mais du coup, ça veut dire que les désirs et les croyances ne suffisent pas à expliquer pourquoi il agit comme ça et pas autrement. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qui fait que l'agent décide de faire A plutôt que B? Prenons encore un cas où il est déchiré entre des décisions équivalentes. Qu'est-ce qui explique qu'il fasse A plutôt que B? Vous allez me dire c'est ses raisons, mais en même temps, vous allez aussi me dire que ces raisons sont compatibles avec le fait qu'il ait fait le choix opposé. Donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment expliquer pourquoi l'agent a agi de telle façon ou de telle autre? Alors vous allez me dire peut-être que du coup, on accepte que l'idée que c'est inexplicable. Et le fait que ça soit inexplicable, on verra, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, par exemple, dans le sens où on peut se dire, est-ce que du coup, ça veut dire que l'action est irrationnelle, en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il choisit comme ça, quoi? Et du coup, est-ce que c'est vraiment trop la liberté d'agir irrationnellement, quoi? C'est quand même pas super chouette. Et une question majeure, c'est est-ce que c'est ontologiquement plausible? Ça veut dire que, bon, c'est bien de pondre des agents comme ça, là, mais est-ce que ça, c'est compatible avec l'image métaphysique du monde qu'on a maintenant, là, dans notre contexte, au vu des sciences, de la connaissance scientifique qu'on a? Et ça, c'est là vraiment où ça pêche, quoi. Bon, la causalité agentive, c'est un truc assez costaud. Après, il y a des gens qui essaient de dire non, mais si, ça peut être réconcilié dans un monde tel que le décrit la science. Puis il y a aussi 2-3 personnes qui défendent qu'en fait, toute causalité est en fait purement des causalités de substance. Il n'y a jamais de causalité d'événement, donc finalement, c'est pas trop bizarre, la causalité agentive, c'est juste une causalité de substance, entre autres. Mais c'est quand même des gens assez... il y a des positions assez spécifiques, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des débats métaphysiques assez pointus. Alors, il y a un dernier type d'objection qui est assez intéressant et qui, justement, joue sur l'idée un peu sur les débats autour de la survenance qu'on disait tout à l'heure, c'est Per Boom. Donc, Per Boom, je vous en ai déjà parlé. Per Boom a cette théorie qui, à mon avis, est intuitive, qui est adoptée par la plupart des hard incompatibilistes, qui est que si vraiment il y avait s'il y avait vraiment une théorie incompatibiliste libertarienne qui pouvait sauver le libre arbitre, ça devrait être quelque chose comme de l'agent causation. Parce que l'event causation, c'est vraiment trop proche du déterminisme pour faire le café. Donc si on veut vraiment que la liberté existe, et si on est incompatibiliste, il faut forcément que ça soit quelque chose comme ça.
Bah, le problème, c'est que, quand même, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on devient hard déterministe, quoi. C'est-à-dire qu'on a réalisé que si le libre arbitre existait, il devrait ressembler à ça. Mais vu que ça a peu de chances de marcher, on devient hard déterministe. Donc Per Boom a un certain nombre d'objections envers ce genre de théorie. Et une de ces objections majeures, c'est ce qu'il appelle l'objection de la coïncidence. C'est qu'il dit, voilà, si vraiment l'agent causation, c'est un type de causalité qui est irréductible à l'event causation, alors on ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle suive exactement les lois, les lois de la nature. Parce que les lois de la nature sont des lois en termes de event causation. C'est des lois qui rassemblent des événements entre eux. Et il dit, voilà, mais bon, pour l'instant, on n'a jamais réussi à montrer que la causalité humaine arrivait à donner des résultats qui sont en contradiction avec ce à quoi on s'attendrait sur la base des lois de la nature qui régissent la physique. Vous voyez ? Donc en gros, l'idée de Per Boom, c'est de dire que jusqu'ici, à moins qu'on fasse une observation très bizarre un de ces jours, mais pour l'instant, tout se passe comme si les actions humaines suivaient la event causation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'air de violer les lois de la nature telles qu'elles sont décrites par la physique. Ok ? Et alors, vous pouvez dire, bon, c'est juste qu'on n'a pas bien regardé, qu'on n'a pas trop cherché, mais alors Per Boom ne passe pas dans cette direction. Son idée, c'est, du coup, ça suppose qu'il y a une coïncidence. C'est marrant, on a un truc qui serait l'agent causation, qui est totalement différent de l'event causation, mais qui donne des résultats toujours compatibles avec ce qu'on observerait si le monde était régi uniquement par l'event causation. Et c'est quand même rigolo, comme coïncidence. C'est un peu ça l'argument de Per Boom. Du coup, est-ce que ce ne serait pas juste plus plausible de se dire qu'il n'y a juste pas de agent causation, quoi, après tout. Ensuite, ouais, alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Je vais essayer de finir vite sur là-dessus. Oui. Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'argument. Alors l'argument de Per Boom, c'est de dire, tel qu'on observe le monde jusqu'ici, on n'a jamais vu une action humaine qui violait les lois de la physique. C'est quoi, c'est une action humaine qui viole les lois de la physique ? Par exemple, je ne sais pas qui. Pour lui, c'est voilà, si on observait le fonctionnement du cerveau humain, on ne voit pas de probabilité qui défie de résolution dans l'activité des neurones qui violerait les lois de la physique quantique ou des choses comme ça. Alors bien, on peut dire que c'est parce qu'on n'a pas cherché. Alors c'est pas vrai, hein, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais son idée, c'est que jusque-là, ça implique quoi ça, du coup, ça implique que toutes les actions, tout se passe comme si les actions humaines suivaient les lois de la event causation. Que donc, s'il y a de la agent causation, elle est réglée de façon incroyable, à toujours coller et donner des résultats pile qui correspondent à ceux qu'on pourrait s'attendre sur la base de la event causation. Okay. Ce qui est une coïncidence assez remarquable pour Per Boom et assez peu probable. Ouais. Mais admettons que là j'essaye de penser à une situation stressante et que je le fasse si bien que je devienne stressé, j'aurais des symptômes physiologiques du stress alors que je me serais moi-même mis dans cet état. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas l'agent causation de l'event on pourrait tourner l'argument dans l'autre sens, on pourrait dire On n'a pas vraiment de loi de l'agent causation, on ne sait pas trop comment ça marche. L'idée, c'est qu'on a déjà une bonne théorie scientifique qui explique le monde en termes d'event causation. Ça donne des résultats, il n'y a rien qui dévie de ces résultats. Du coup, pourquoi rajouter de l'agent causation, quoi ? Ou alors, il faut supposer que l'agent causation ne donne jamais de résultats qui dévient de ce que... j'arrive pas à comprendre, c'est quoi ? Est-ce qu'on établit que les résultats de l'agent causation correspondent... Parce que l'idée de Per perdre Boom, c'est que puisque l'agent causation a le pouvoir de faire des choix qui violent le déterminisme et les lois de la nature, on devrait s'attendre à trouver des décalages de temps en temps entre les lois de la nature et ce qu'on observe dans la production de l'action humaine, par exemple dans l'activité cérébrale ou des choses comme ça, quoi. Okay, ouais. Et ça, on n'observe pas trop, d'après lui. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'a pas bien cherché, mais c'est aussi peut-être parce que finalement... son idée, c'est de dire qu'il ne peut pas prouver qu'il n'y a pas d'agent causation, mais son idée, c'est de dire que s'il y a une agent causation, elle est quand même vachement bien goupillée, parce qu'elle agit de telle façon que ça donne exactement les mêmes résultats que ceux auxquels on s'attendrait sur la base d'une pure event causation, qui suivrait les lois de la nature. Tandis qu'en gros, il dirait, voilà, peut-être que de temps en temps, ça perturberait l'équilibre du cerveau d'une façon qui n'est pas compatible avec les règles de la physique quantique, peut-être que ça biaiserait les probabilités de façon énorme par rapport au hasard quantique ou des choses comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste essayer de finir là-dessus.
Bon, il ne me reste plus qu'une minute. Une autre objection qui est faite à l'agent causation, c'est sur la base d'une expérience de pensée de Van Inwagen, qui est toujours libertarien, mais qui, a priori, aime bien faire emmerder les autres libertariens. Donc, le libre arbitre existe, mais c'est un mystère. Il dit, voilà, mais j'ai quand même du mal à comprendre si je prends Alice, qui est un agent libre au sens de l'agent causation. Imaginons qu'elle décide de dire la vérité une fois, plutôt que de mentir. Et Dieu, dans son infinie mansuétude, décide de rejouer 1000 fois cette décision, et voit que Alice dit la vérité 750 fois, et que 250 fois, elle choisit de mentir. Bon. Ce que dit Van Inwagen, voilà, c'est que si on imagine ce cas, on a quand même l'impression que, finalement, ce que finit par faire Alice, c'est quand même dépend pas que de elle, en fait, ça dépend aussi de la chance. Oui? Je suis vraiment pas d'accord avec ça, parce que, en admettant qu'on soit dans un monde indéterministe et que l'agent délibère et choisit, oui. On va jouer la scène 1000 fois, il va se repasser la même chose 1000 ouais. fois, pas parce que c'est déterminé, mais parce que l'agent a choisi de manière indéterminée, mais qu'il a choisi pour des raisons, et que s'il devait refaire ce choix, ses raisons seraient les mêmes, donc il ferait le même choix. Alors étrangement, je vois tout à fait ce que vous avez en tête, et en même temps, si on essaie de formuler ce que ça voudrait dire, quelque chose qui est indéterminisme, mais qui arrive toujours au même résultat, avouez que c'est quand même bizarre. Mais c'est forcément, ça devrait arriver. Enfin, dans le sens, ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a une situation où quelqu'un répéterait la même action. Ouais. Enfin, s'il y a un... Alors, si c'est un cas où il a des raisons très claires dans un sens et dans l'autre, oui. Hein, là, l'idée, c'est... Par pure, j'ai envie de dire, probabilité, enfin, par pure proba, forcément, une fois, il le répéterait, son action précédente. Oui, là, l'idée, c'est qu'il le répète assez souvent. Ah, ok, Même tout le temps. Ouais, dans un monde déterministe, l'idée, c'est qu'il le répéterait tout le temps. Mais l'idée, c'est que si tu n'es pas déterministe, là, tu dois t'attendre à ce que des fois, ça donne quelque chose de différent. Il faut bien qu'on puisse pêcher. Non, mais je vois exactement. Vous avez l'idée que parce que l'agent agit pour telle ou telle raison, il va forcément faire le même choix, mais ce n'est pas déterministe parce que ce n'est pas causal, en fait. Donc, vous faites partie de cette famille de théories dont je ne parlerai pas beaucoup, parce qu'elle est très peu, elle existe assez peu, qui sont les non-causal libertarianism. C'est l'idée que l'agent produit l'action sur la base de ses désirs et de ses croyances, mais que ça n'est pas du tout un processus causal. C'est un autre type de processus. Qu'est-ce qui n'est pas causal ici? Tout. Rien n'est causal. Ah, mais si, chez moi, il y a... Ah, et c'est causal, vous. Oui, oui. Mais du coup, en fait, ce que vous voulez, vous, quand vous dites que la décision est indéterminée, c'est qu'elle est non causée, Ouais. Enfin, mais elle est non causée par d'autres choses qui Voilà. précèdent, mais ça donnera quand même toujours le même résultat. Oui. Et quelqu'un vous dira, mais du coup, pourquoi est-ce que ça donnerait toujours le même résultat? Précisément parce que l'agent avait des raisons où il a délibéré d'agir d'une certaine manière, et si on rejouait la même chose, il se repasserait la même chose, puisqu'il a fait un choix sur sa délibération, et Mais est-ce que du coup, on ne pourrait pas dire qu'il est déterminé par ses raisons? La raison. Pourquoi est-ce qu'il choisit toujours de la même façon? Parce qu'il a telle ou telle raison. Donc c'est ses raisons qui le déterminent à choisir de telle ou telle manière. oui, mais il n'est pas déterminé au sens où c'est quelque chose d'extérieur à lui Mhm. qui le détermine à agir comme ça. Il y a une partie Ouais. indéterminée qui est le monde dans lequel il vit, et il a un pouvoir causal, son agentivité interne, qui le fait délibérer d'une certaine manière. C'est à peu près les modèles qu'on a présentés jusqu'ici, d'une certaine façon, dans ce cas-là. Mais vous, par contre, ce que vous rejetez, c'est l'idée que ça impliquerait que la personne fasse des choix différents. Alors, on va y venir, mais oui, allez-y. Mais je pense que ça dépend aussi de quel type de décision c'est, justement. Donc là, l'idée, c'est que c'est une décision dans laquelle il y a une hésitation. Hein, c'est pas une décision claire, parce que sinon... Donc, Ouais. je pense, Miguel, tu serais d'accord que, du coup, si on aurait 50%... Si on a des raisons à peu près égales, en fait. On aurait des raisons vraiment quasiment égales de choisir ou de faire A ou B. Si on jouait la scène 1000 fois, il y aurait, disons, 40%, on prendrait le A et 60%, on prendrait le B. Et là, du coup, tu es d'accord que... il y aurait la possibilité de, si on jouait la scène, de choisir deux fois, des choses différentes. Je vois pas ce qui ferait qu'un agent qui a pris une décision de lui-même, si on revenait dans le temps juste avant qu'il prenne la décision, il ne prendrait pas la même, vu que précisément il l'a prise. Justement, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il prend cette décision plutôt qu'une autre. Parce qu'il a délibéré. Mais du coup, le système de délibération, il est déterminé.
Bah, l'idée, c'est ça. En même temps, j'ai plus le temps pour aujourd'hui, mais on arrive à une objection justement qui est faite à ces modèles, c'est est-ce que le modèle sont capables d'expliquer pourquoi l'agent choisit de telle façon et pas de telle autre? Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que l'agent, c'est des modèles dans lesquels on ne veut pas que ce soit les raisons qui expliquent directement l'action. On ne veut pas que les raisons contraignent l'action. Du coup, il faut qu'il y ait quelque chose en plus des raisons qui viennent trancher la décision. On est d'accord ou pas? Jusque-là. Ça dépend ce qu'on met sous raison. Alors, Parce on est des sujets complexes avec des croyances, des désirs, et puis si on admet, mais c'est tout le problème, c'est qu'il faut le définir, un libre arbitre, il y a quelque chose qui délibère face en fonction de tout ça. Jusque-là, ça va. Ouais, mais ça peut être une limite de la théorie, mais je dirais que là, encore une fois, c'est assez bien soutenu par la phénoménologie. Des fois, moi, ça me semble assez évident qu'il y a des raisons quand on délibère, mais tout d'un coup, la prise de décision, elle surgit. C'est une sorte de mystère quand même, je trouve. Alors je suis d'accord avec le fait que la prise de décision ne se limite pas à je mets ces raisons-là dans la balance et puis je regarde de quel côté je pense le plus et je me laisse glisser. Mais ça n'empêche pas que la délibération, l'issue de la délibération tu vois, c'est de la même façon, tu pourrais dire que il suffit pas que je te donne des prémices pour que la solution pop dans ta tête, il faut que tu délibères, que tu réfléchisses sur les prémices pour voir qu'en fait celle-ci implique. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de souci métaphysique derrière. Enfin, moi, je pense que c'est une théorie qui est très difficilement tenable. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que je trouve qu'elle a en tout cas cet avantage de vraiment assez bien correspondre à nos phénoménologies. Non, mais je suis d'accord dans le sens où, par exemple, j'ai le choix. Elle me semble pas complètement absurde non plus. Enfin, moi, je trouve que c'est assez spontané. Par exemple, si je sais que j'ai que 5 minutes pour prendre une décision, bah voilà, ou à 4 minutes 59, j'en prendrais une, quoi. Tandis que si j'avais eu plus de temps, ça aurait pu. Donc il y a un moment où je tranche le truc, puis etc. Oui, mais. J'ai pensé à un exemple. Admettons, j'ai bu trop d'eau pendant le cours et j'ai temps d'aller aux toilettes. Voilà. Il reste 5 minutes et on discute de. J'ai pas envie de louper ces 5 minutes. Je délibère, est-ce que je vais aux toilettes ou est-ce que je reste pour écouter la fin et je me retiens autant que possible et je décide de me retenir et d'écouter. Ouais. Si on revenait en arrière, je ferais toujours la même chose parce que j'ai eu cette délibération-là. Ouais, mais je vois très bien l'idée, mais la question c'est pourquoi vous feriez toujours la même chose? Parce que j'ai eu cette délibération-là, parce que moi, ce qui fait que je suis moi, mes croyances, mes désirs, mes pensées, mon libre arbitre, ont amené à cette décision. Mais ce n'était pas déterminé par autre chose, il y a eu des influences et tout ça. Mais... C'est l'idée que... Toi est déterminé par... Voilà, mais l'idée c'est que du coup, le même processus se reproduira forcément, alors qu'il n'y a aucun événement qui rend nécessaire, alors qu'il n'y a rien qui rend nécessaire à l'avance que cette chose se répétera indéfiniment. Vous voyez un peu pourquoi c'est contre-intuitif pour au moins certaines personnes. En fait, je vois à peu près l'idée que vous avez en tête, qui est... parce que moi, je pense qu'effectivement, en vrai, ce que les gens cherchent, c'est pas l'indéterminisme en tant que tel, c'est la non-causalité par des choses extérieures, en fait. Donc, en fait, le fait de ne pas faire toujours la même action si on répétait, en fait, c'est pas un élément indispensable. En fait, on pourrait à la limite s'en passer pour avoir ce qu'on veut. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que quand on choisit une théorie de ce genre-là, où ce qui explique l'action, c'est une délibération interne à l'agent qui elle-même n'est pas nécessitée par d'autres choses qui précèdent. Est-ce qu'on peut maintenir une théorie comme celle-ci et nier que si on répète le truc de temps en temps, ça va donner des produits différents? Parce que vu qu'il n'y a pas de circonstances antérieures qui rendent nécessaire que cette chose se produise, pourquoi penser que la chose se produira de toute façon? Vous voyez un peu le problème intellectuel que soulève un peu la théorie, au moins, alors je ne sais pas si c'est une objection définitive, mais vous voyez qu'au moins c'est ça le problème qu'on pourrait avoir sur ces choses-là. Parce qu'on pourrait dire, si vous supposez que la personne, si je remonte au moment T et que la personne à T plus 1 fait toujours la même décision, c'est probablement que quelque chose à T rendait nécessaire qu'elle fasse sa décision à T plus 1. Mais alors du coup, on tombe sur quelque chose qu'on n'a pas envie, quoi. Donc là, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin pour sauver la liberté en soi de l'indéterminisme, finalement. Ce qui compte, c'est que c'est l'agent qui agisse. On est d'accord que c'est ça. Mais est-ce que c'est possible d'avoir ça sans avoir comme effet secondaire que du coup, vous avez de l'indéterminisme, quoi? Et ça, c'est difficile d'échapper à cette conclusion-là, que finalement, si on n'a rien qui nécessite que l'agent agisse de cette façon, alors du coup, logiquement, on devrait s'attendre à ce que
il y a au moins des mondes possibles où ils ne le fassent pas, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme explication. Oui. Juste une dernière question. On a beaucoup parlé de raison, Ouais. surtout dans les systèmes déterministes. Mhm. On est d'accord que ces raisons, là, souvent dans les exemples qu'on donne, c'est des raisons qui sont conscientes, Ouais. mais elles peuvent très bien être inconscientes. C'est toute la question. Il y a des théories qui vont supposer que si on agit sur des raisons dont on n'a pas conscience, alors on n'est pas libre, parce que ce pas des raisons, on ne les fait pas entrer dans la délibération, elles agissent malgré nous, en fait, d'une certaine façon. Ça dépend de ce qu'on appelle inconscient. L'idée, c'est que, voilà, si là je fais un geste, j'ouvre la porte, j'ai pas une délibération consciente 50 ans à l'avance. La plupart de nos... Voilà, dans ce cas-là, mais ça dépend de ce qu'on appelle pas conscient, en fait. L'idée, là, ce serait que si c'est au cours d'une délibération et qu'elle nous guide, alors qu'on n'arrive pas à du tout savoir qu'elle nous guide, c'est un peu embêtant, quoi. Si c'est juste que c'est des choses auxquelles on n'a pas réfléchi, parce que c'est une action naturelle, etc., oui, c'est pas un problème. Faut juste que ça soit des raisons qu'on soit capable d'articuler, en fait. On est capable de dire, voilà, j'ai fait ça pour telle raison, quoi, si on me pose la question. Sinon, c'est des forces obscures qui agissent malgré nous. Pas forcément des forces obscures. Non, mais ce serait un peu comme ça que ce serait vu. C'est très difficile dans les gestes quotidiens de pouvoir nommer des raisons. Enfin, même dans des cas de délibération assez... Je pense que dans la plupart des cas, c'est assez facile. De donner des raisons? Je sais pas, si vous sortez de la salle là, dans 5 secondes, vous saurez pourquoi vous le faites. Non, mais la délibération elle-même, là on parle vraiment de l'action. Ouais. Mais c'est pas un peu limitatif de dire que la délibération, il faut avoir un accès... Alors je dis pas qu'il faut forcément que dans la production de l'action qu'il y ait une délibération, qu'on y ait accès. C'est l'idée que si on nous posait la question pourquoi tu l'as fait, si tu l'as fait pour des raisons que tu n'es pas conscient, il y a des gens pour qui ça poserait des problèmes. Ce ne serait pas vraiment l'agent qui agirait, parce qu'il agirait sur la base de choses dont il n'est pas conscient. Donc ce ne serait pas vraiment lui. C'est des débats, je n'ai pas de réponse. Mais il faudrait imaginer, par exemple, je sais pas, imaginez que vous ratez tous vos examens et en fait, vous réalisez que c'est parce que vous avez un traumatisme inconscient caché qui fait que vous sabotez intentionnellement, d'une certaine façon, tous vos efforts parce que vous pensez que vous ne méritez pas de réussir ou quelque chose du genre. Imaginez que vous n'en ayez pas conscience. Quelqu'un pourrait dire que c'est quand même un problème et votre liberté est quand même limitée par le fait que Non, mais moi voilà. je pensais plus à des cas où, par exemple, je ne sais pas, des biais émotionnels, des choses qui sont saillantes parce qu'on fait attention, mais sans que forcément... Ah, c'est différent, parce que là, c'est des causes, mais ce ne serait pas des raisons. Imaginez, par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit un truc désagréable, et puis et en même temps, vous vous dites, c'est quand même plus sympa pour ma journée de faire comme si je n'avais pas entendu quelque chose. Et l'idée, c'est que les raisons que vous avez d'agir, c'est que la personne vous a dit quelque chose de désagréable. Maintenant, si vous êtes de mauvaise humeur, vous allez peut-être plus avoir tendance à écouter cette raison-là que l'autre. Donc ça c'est une influence, mais ce n'est pas une raison. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire que si on vous demande pourquoi tu as fait ça, pas au sens causal, mais au sens où il faut justifier l'action, tu pourras dire je l'ai tabassé parce qu'il m'a insulté. Mais par contre, si vous dites j'ai fait ça parce que j'étais de très mauvaise humeur et que ça n'allait pas et que j'ai pas dormi, vous n'êtes pas en train de justifier votre action, vous êtes en train de vous excuser, quoi. Voilà. Ça rentre pas dans ce qu'on appelle par exemple all things considered. Oui, voilà, ce ne seraient pas des raisons, ce seraient des causes, quoi. Ce serait, donc là, on parle vraiment de raison, quelque chose qui justifie l'action, pas quelque chose qui l'excuse. Je pensais aussi au cas de clavier Ouais. inversé. Ah, voilà, on va loin. Bon, on va peut-être arrêter là, parce que je crois qu'on est déjà très en retard, non? Oui. Alors, je vais vous libérer.